Mes chers collègues, nous allons commencer donc cette table ronde. Madame la présidente Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères, que j'accueille évidemment avec plaisir dans la salle de notre Commission des Affaires sociales. Monsieur le professeur Delfraissy, qui est pris dans les embouteillages et qui aura quelques minutes de retard. Messieurs les directeurs généraux de la Croix-Rouge, qui va arriver aussi, et monsieur Meunier, directeur général de l'EPRUS. Nous poursuivons donc aujourd'hui nos travaux de suivi sur les risques épidémiques du virus Ebola. Et nous le faisons, ce dont je me réjouis, en coopération avec la Commission des Affaires étrangères. La Commission des Affaires étrangères ayant auditionné déjà Médecins sans frontières, pendant que nous auditionnions la même semaine la ministre de la Santé, des Affaires sociales et du droit des femmes. Nous allons aujourd'hui approfondir notre réflexion en faisant cette table ronde en deux temps. Le premier temps sera consacré à ce que j'appelle les effecteurs, c'est-à-dire les gens sur le terrain, ceux qui vont là-bas où l'Ebola frappe violemment. Donc c'est pour ça qu'il y aura monsieur Delfraissy, qui a été nommé coordinateur de la mission interministérielle, monsieur Meunier, donc l'EPRUS, qui est déjà sur le terrain, et la Croix-Rouge, qui ouvre un centre là, avec des traitements innovants, et notamment les tests rapides mis au point par le CEA. La deuxième partie sera plus spécifiquement sanitaire, puisque nous aurons affaire à des spécialistes, des infectiologues, des épidémiologistes qui nous expliqueront plus en détail le fonctionnement de ce virus depuis qu'il est connu. Nous allons commencer très rapidement, je n'en dirai pas plus, puisque Madame la Présidente Elisabeth Guigou est obligée par des contraintes de nous quitter vers 17h05, 17h10, donc je lui laisse sans plus tarder la parole. Bien, Madame la Présidente, chère Catherine, chers collègues, je voudrais évidemment remercier Catherine Lemorton de nous avoir associés à cette audition. Je crois que c'est très bien parce que nous avons un double enjeu, évidemment, dans cette épidémie qui se propage à très très grande vitesse. D'abord, bien entendu, éviter que la France puisse être atteinte à son tour, mais aussi prendre conscience du fait que si l'épidémie a pu se propager à cette vitesse dans 3 pays africains en particulier, c'est parce que le système sanitaire de ces pays est absolument et gravement défaillant. Un médecin pour 100 000 habitants au Libéria, par exemple. Donc je crois qu'on a un double enjeu et qu'on ne peut pas dissocier la question de l'état sanitaire, enfin de la nécessité d'éviter que nous importions au Ebola en France, de ce que nous faisons évidemment pour que l'état sanitaire des pays africains s'améliore. Alors, je vous remercie donc d'être présent parmi nous. Je vais devoir partir en effet à 17h10, mais j'invite les membres de la Commission des Affaires étrangères qui sont ici présents à rester. C'est Paul Giacobbi qui a accepté, qui est vice-président, qui a accepté de coprésider avec vous après cette réunion. Alors, le 7 octobre, comme l'a mentionné Catherine Lemorton, nous avons auditionné le docteur Mégo Terzian, qui est président de Médecins sans frontières. Je veux dire qu'il nous a délivré un diagnostic pessimiste. Selon lui, en dépit du déploiement de personnel et d'installation de centres de soins dans les 3 pays les plus touchés, si nous n'avons pas l'introduction rapide d'un vaccin de prévention, d'abord pour le personnel soignant, qui est le plus touché, évidemment, puis pour les populations, l'épidémie, nous a-t-il dit, sera extrêmement difficile à contenir et à contrôler en Afrique de l'Ouest, compte tenu de l'étendue des zones affectées. Alors, depuis que nous l'avons auditionné d'ailleurs, le bilan de l'épidémie s'est alourdi. Le cap des 5000 décès est atteint selon l'OMS. Il y aurait aujourd'hui plus de 13 500 malades en Guinée, au Libéria, au Sierra Leone. Et la réponse internationale ne semble pas produire des effets aussi rapides qu'escomptés. On sait que la recherche travaille à marche forcée, mais évidemment, elle va moins vite que la propagation du virus. Alors, le président de la République a approuvé un plan global de lutte contre Ebola qui comprend plusieurs volets, un nouvel engagement financier de la France à hauteur de 20 millions d'euros, l'ouverture en Guinée de 200 lits de soins, dont certains dédiés à la prise en charge des personnels soignants, la mise en place de 2 centres de formation des soignants, l'un en France,
l'autre en Guinée, la mise en œuvre d'un premier essai thérapeutique mondial coordonné par l'INSERM en Guinée à partir de la mi-novembre, ainsi que l'évaluation de tests de diagnostic rapides mis au point par des entreprises françaises de biotechnologie. Alors, monsieur le professeur Delfraissy est chargé, je crois, de la mise en œuvre de ce plan. J'espère qu'il pourra nous dire tout à l'heure, nous donner plus de détails de la mise en œuvre de ce plan, aussi bien en France qu'en Afrique de l'Ouest, et quelle est son articulation par rapport aux annonces que la France avait faites antérieurement. De votre côté, monsieur Meunier, si vous pouviez nous présenter le rôle précis de l'EPRUS et de ses volontaires dans cette crise, comment est-ce que vous vous coordonnez avec d'autres acteurs sur le terrain? Vous me disiez que vous travaillez en étroite liaison avec le centre de crise du Quai d'Orsay. Très bien, toutes les informations seront les bienvenues. Et puis, on a pu lire dans la presse des critiques ces dernières semaines sur le retard de la réponse de la France par rapport à d'autres pays. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on pourrait faire plus, mieux, plus vite? Comment est-ce qu'on situe l'action de la France par rapport à celle d'autres principaux pays, notamment de l'Union européenne? Bon, voilà, quelques-unes des questions auxquelles j'ai pensé, mais je n'ai pas de doute que mes collègues en auront beaucoup d'autres. Merci Madame la Présidente. Avant de donner la parole à Monsieur Meunier, moi je salue quand même jusqu'à maintenant l'action du gouvernement, en l'occurrence la ministre de la Santé, qui à la fois a été très vigilante, sans créer un sentiment de peur et de terreur qui peut effectivement arriver dans un pays, surtout quand on a rapatrié l'infirmière de Médecins sans frontières, qui, je le rappelle, a quitté le centre, a été soignée, que la France vient d'accueillir un nouveau malade de l'OMS. Je peux vous dire qu'un test a été fait par un journaliste, et peu importe la radio ou la télé, un journaliste qui est arrivé dans un hôpital anonyme disant qu'il revenait d'un pays où il y avait l'Ebola. Il a été pris en charge sans problème, on ne savait pas qui c'était, et il a été pris en charge sans problème, comme il fallait, avec toutes les mesures de sécurité. Donc je crois que jusqu'à maintenant, on peut saluer l'action du gouvernement et la communication du gouvernement sur le sujet, qui, à mon avis, est un des pays qui s'est le plus engagé dans la lutte internationale contre ce drame qui frappe le pays d'Afrique de l'Ouest. Je crois qu'on peut se féliciter de cela. Monsieur Meunier, je vous laisse maintenant la parole. Et je salue l'arrivée de monsieur Delfraissy. Voilà, merci monsieur Delfraissy. Mesdames les présidentes, mesdames, messieurs les députés, bonsoir. Donc, je suis donc Marc Meunier, directeur général de l'EPRUS. Je ne sais pas si je suis le plus à même de prendre la parole en premier. Non pas que nous traitions la question de l'Ebola par petit bout de la lorgnette à l'EPRUS, mais nous sommes tout particulièrement un logisticien. Alors peut-être en quelques mots, je vous rappelle ce qu'est l'EPRUS. C'est un établissement public, un opérateur de l'État placé sous la tutelle de la ministre de la Santé et qui gère les moyens tant humains que matériels de réponse, de préparation et de réponse aux urgences sanitaires exceptionnelles en appui auprès des établissements de santé, et que ce soit en France ou à l'étranger. Alors on dispose de 2 outils. Nous gérons ce qu'on appelle le stock stratégique des produits de santé de l'État. Nous sommes établissement pharmaceutique. Et on gère en gros pour 500 millions d'euros d'antibiotiques, d'antiviraux, d'antidotes que nous stockons aux différents points du territoire et que nous distribuons en cas de besoin. Donc nous acquérons ces produits, nous les gérons, nous les transportons, nous les livrons en cas de nécessité. Deuxième volet, ce sont des moyens humains. Nous gérons ce qu'on appelle la réserve sanitaire. C'est un ensemble, à ce jour, de 1700 professionnels de santé volontaires, qu'ils soient actifs ou retraités, qui ont décidé de donner du temps à l'EPRUS, que nous recrutons, que nous formons et que nous mobilisons en cas de crise sanitaire exceptionnelle. Alors, depuis quelques années, on a été créé en 2007, nous avons été sur tous les grands fronts internationaux, sur toutes les crises, que ce soit à Haïti, en Libye, au Japon, aujourd'hui en Guinée. Et puis nous intervenons aussi sur le territoire national. Nous intervenons beaucoup dans les Outre-mer, où nous aidons les ARS et les établissements de santé dans la lutte contre le chikungunya, la dengue, le Zika. Nous participons aussi au dispositif dit prudentiel. Par exemple, lors des cérémonies du 70e anniversaire du débarquement, nous avions des équipes médicales sur place. Et puis, nous sommes chargés de livrer les établissements de santé
en produits rares, style vaccin contre méningite, antitoxines, botulique. Donc nous sommes un petit établissement, 30 personnes, et ce qui fait, j'allais dire, notre force, ce qu'on attend de nous, c'est notre réactivité, c'est aussi notre expertise. Nous sommes, je dis, des logisticiens, donc nous passons beaucoup de marchés, nous avons un système informatique extrêmement performant, et puis on a une réserve sanitaire qui donc comprend des professionnels de santé de tout horizon. Nous avons bien sûr des médecins et tous les types de médecins, mais aussi des infirmières, des sages-femmes, des aides-soignants, des ambulanciers, des directeurs d'hôpitaux, des ingénieurs sanitaires, etc. Alors, sur la question de l'Ebola, nous sommes sur deux fronts. Nous intervenons à la fois en international et nous intervenons aussi sur le territoire national. Je me limiterai peut-être dans ces premiers propos sur l'international et je reviendrai ensuite, si vous avez questions, sur le dispositif de préparation et de réponse au plan national. À l'international, donc, nous avons été mobilisés par la ministre en charge de la Santé dès le mois d'avril pour une première mission qui était une mission auprès du gouvernement guinéen, une mission d'appui et d'expertise pour aider le gouvernement à mettre en place un plan de lutte contre l'Ebola, un suivi épidémiologique, toutes les procédures de suivi des patients et également des cas contacts. Cette mission a duré 6 semaines et 2 épidémiologistes infectiologues se sont succédés. Nous avons été ensuite mobilisés à nouveau au mois de septembre pour une action plus ciblée. Nous avons envoyé sur place à Conakry une équipe de 5 réservistes chargés à la fois de constater les progrès qui avaient été effectués dans la mise en place de ce plan, mais également de se consacrer sur l'hôpital de Donka à Conakry et de travailler sur l'accueil et l'orientation des patients, sur la mise en place et le fonctionnement d'un centre 15, sur le suivi et la gestion de la pharmacie centrale. Et puis nous avons un des 5 réservistes qui est resté 2 mois sur place, qui est rentré il y a 4 jours maintenant, et qui a participé à la conception et à l'élaboration du centre de traitement qui va être installé dans quelques jours en Guinée forestière. Et maintenant, 3e type de mission, après ces 2 missions qui étaient plus du conseil et de l'appui, la ministre nous a chargé de fournir le gros des effectifs en personnel de soins dans le futur centre donc, de traitement de Macenta. C'est ainsi que nous avons mobilisé, formé avec la Croix-Rouge qui est en charge le pilotage de ce centre, 12 professionnels de santé, 5 médecins, 4 infirmiers, un psychologue, un ingénieur du génie sanitaire et une pharmacienne hygiéniste donc, que nous avons formé avec la Croix-Rouge pendant 10 jours. Cette équipe est partie samedi dernier pour Conakry. Elle va recevoir là, pendant 15 jours une formation pratique sur le centre de traitement de MSF à Conakry. Et ensuite, donc, autour du 15 novembre, j'allais dire, elle prendra son service ou ses fonctions dans le centre de Macenta en Guinée forestière qui doit ouvrir à cette période-là. Voilà en gros ce que nous avons mis en place à la demande de la ministre chargée de la Santé, en lien étroit avec le ministre chargé des Affaires étrangères, car nous travaillons beaucoup avec le centre de crise. Nous faisons partie de la task force qui a été mise en place par le Premier ministre. Et donc, en lien avec les Affaires étrangères, nous avons mené ces différentes opérations sur le terrain. Merci. Peut-être à la question de Madame Guigou qui demandait est-ce que vous pensez que la France fait assez? Peut-être que vous n'avez pas répondu ou vous répondrez plus tard peut-être. Voilà. Je donne maintenant la parole à Monsieur Delfrécy. Est-il nécessaire de le présenter? Oui quand même, même si vous êtes bien connu. Vous êtes professeur d'immunologie clinique et de médecine interne, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales, directeur de l'Institut des maladies infectieuses, de microbiologie et de l'INSERM CNRS, administrateur de l'Institut Pasteur, et vous venez d'être nommé, je l'ai dit avant votre arrivée, coordinateur de l'ensemble des opérations internationales et nationales de réponse à l'épidémie d'Ebola. Donc je vous laisse la parole pour savoir quel sera exactement votre rôle, avec quels partenaires vous travaillez pour mettre tout cela en place. Donc bonjour à tous. Donc comme vient d'être rappelé, je suis médecin et donc on m'a confié ce rôle de coordination de 4 grands pôles.
autour d'Ebola, du positionnement français autour d'Ebola, qui sont d'une part un pôle diplomatique qui est piloté par une ambassadrice, qui est peut-être présente d'ailleurs, je vais proposer de venir, un pôle santé, donc autour du ministère de la Santé, un pôle intérieur autour du ministre de l'Intérieur, pour des raisons, tout l'ensemble des mesures de sécurité qui peuvent être prises. Et puis j'ai fait rajouter aussi un pôle recherche, car le pôle recherche est un peu différent du pôle santé. Il m'a paraissait important qu'on avance aussi, et la France a un certain nombre de choses à faire valoir au niveau recherche. Bon, je découvre les joies de l'interministériel, ce qui n'est pas toujours facile. Bon, je vous préviens, j'ai gardé mon langage assez franc de médecin, hein, qui est important. Et donc mon rôle est un rôle de facilitation, hein. Il y a déjà une série de ces pôles qui sont très largement mis en place depuis longtemps. Le pôle santé est un pôle très solide qui a été mis en place autour par notre ministre, et les Prusses en est un des exemples. Et sur ce que sera éventuellement la prise en charge et les quelques cas que nous verrons probablement en France dans les semaines qui viennent. Il y a un pôle diplomatique qui rejoue un rôle très important et qui est le pôle le plus difficile là, en ce moment, parce que c'est le positionnement français sur la Guinée. Je vais revenir un tout petit peu en détail. Et puis, il y a le pôle intérieur, bien sûr, dans la relation avec la sécurité, les directives qui doivent être prises, les contrôles aux frontières, la relation avec l'international, et puis le pôle recherche. Alors, là-dessus, ça, si on peut admettre que ce sont des pôles verticaux, et je pense qu'il y a deux pôles transversaux, qui sont d'une part les relations avec les médias, parce que les médias jouent un rôle important, parfois pas très positif d'ailleurs, sur ce qui se passe en France, et on va être beaucoup occupé par cet aspect médiatique. Et puis, il y a également un pôle transversal, me semble-t-il, dans les liens avec la société civile. Car jusqu'à maintenant, le lien avec la société civile, les ONG, MSF a joué un rôle admirable durant les premiers mois de cette épidémie, et maintenant on va être obligé de s'appuyer également sur des ONG, mais ce n'est pas seulement les ONG au nord, c'est également la société civile au sud, car y compris ce qu'on peut apporter en France et ce qu'on croit apporter avec les centres de traitement n'est pas forcément vu comme une chose toujours très positive de la part des Africains eux-mêmes. Alors si on résume, je vais me mouiller un tout petit peu, mais bon, je suis là pour ça. Très personnellement, je pense qu'il n'y aura pas d'épidémie Ebola en France, et que le risque d'une épidémie Ebola en France, il est extrêmement faible. Ce qu'on va voir, on va voir des cas qui seront rapatriés, de jeunes médecins ou de jeunes soignants qui sont rapatriés. On va voir éventuellement des cas qui passent la barrière sanitaire durant cette phase très particulière d'incubation asymptomatique entre 5 et 18 jours, et où là on ne ressent aucun symptôme, donc on peut parfaitement passer une frontière, on n'a pas de température, il n'y a aucun symptôme, et donc là il y aura quelques cas, il y a eu 1 ou 2 cas aux États-Unis, vous l'avez vu, on peut imaginer qu'on ait quelques cas de ce type, quelles que soient les précautions qu'on prenne avant, et puis j'espère que nous n'aurons pas de cas de soignants, mais enfin là non plus, on a un plan très solide, une fois de plus, qui a été mis en place par le ministère de la Santé. Mais somme toute, être soignant, c'est être homme et femme, et les conditions de soins et de précaution à prendre sont très très difficiles. Et on a vu comment les États-Unis, y compris aussi d'ici, se sont fait piéger sur les premiers cas. Bon, mais globalement, on n'aura pas d'épidémie large en France. Mais le degré d'acceptabilité par tout le monde, par la nation, va être probablement très faible. C'est-à-dire que dès qu'on va être au-dessus de 4 ou 5 cas, surtout s'ils sont assez rapprochés, ça va être considéré comme le début d'une épidémie. Et donc on va rentrer dans une large incohérence médiatique qui va être relativement difficile à gérer, et on peut s'y attendre et il faut la préparer. Mais ça ne fait pas une épidémie. Même si on en parle beaucoup dans les médias, ça ne fait pas une épidémie. Alors l'enjeu majeur, il est au sud, il est sur ces 3 pays du sud. Bon, la France a été partie, on lui a confié, ou elle s'est confiée, la Guinée en raison de la francophonie, hein, de la langue française avec la Guinée. L'Angleterre est plutôt en Sierra Leone et les États-Unis au Libéria.
La France ne pourra pas être toute seule, ça la dépasse au niveau, en termes de moyens à la fois humains et de moyens financiers pour la Guinée, et on va être obligé de s'appuyer sur un certain nombre de partenaires internationaux, tant au niveau des financements que des équipes soignantes qui vont pouvoir s'occuper des différents centres de soins. Alors sur la Guinée, il y a 3 objectifs, là, d'ici la fin de l'année. Premièrement, la création d'un centre de traitement des soignants, puisque vous avez jusqu'à maintenant, on rapatrie nos expatriés qui sont touchés par Ebola, ou d'autres d'ailleurs, comme ça a été évoqué quand j'arrivais, mais que pour les soignants africains, qu'il s'agisse des Guinéens ou d'autres Africains de l'Afrique de l'Ouest, ils sont mélangés avec l'ensemble des patients, et que les soignants dans ces pays d'Afrique de l'Ouest sont un bien précieux. Vous avez tous vu ces chiffres, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous, vous êtes du milieu médical ou pharmaceutique, où il y a, par exemple, au Libéria, un médecin pour 100 000 personnes. Un médecin pour 100 000 personnes. Donc la perte d'un médecin, c'est une perte considérable. Donc il faut qu'on puisse les aider et les prendre dans des conditions qui soient supérieures à celles des centres de soins. C'est un choix, mais c'est un choix stratégique que vont faire les Anglais également et que feront les Américains. Donc ce centre de soins sera à côté de Conakry. Il sera de l'ordre de 10 à 12 lits, plus 4 lits pour des soins non Ebola, parce qu'on peut faire une crise de paludisme grave ou autre chose en soignant des patients Ebola. Il va être pris en charge par le service de santé des armées. Ce centre sera complètement pris en charge, piloté par le service de santé des armées français, en partenariat avec le service de santé des armées guinéen. C'est une façon aussi de rentrer dans cette étape de coopération et de transfert de savoir-faire. Le deuxième élément, c'est un centre de formation qui aura 2 pôles, l'un au nord et qui est piloté au niveau de la sécurité civile pour former des jeunes qui souhaiteraient partir comme soignants. On va le faire en partenariat bien sûr avec les Prusses. Et puis un au sud, pour les soignants du sud, en Guinée, avec un centre qui sera également proche de Conakry et où on devrait pouvoir former à partir de la mi-décembre, je pense, à peu près autour de 150 soignants par mois autour d'Ebola, selon des conditions évidemment relativement strictes. Et enfin, le troisième, et c'est là évidemment le plus difficile, c'est les centres de traitement eux-mêmes. C'est les centres de traitement, de prise en charge des patients atteints d'Ebola en Guinée. Alors, l'épidémie en Guinée se poursuit. Vous savez qu'il y avait une phase un peu de régression en juin-juillet, mais qui a immédiatement réapparu, parce qu'il y a énormément de Guinéens qui travaillaient au Libéria, qui ont été rejetés du Libéria et qui sont revenus en Guinée, ils sont revenus aussi avec l'Ebola. Donc on a ces mélanges de frontières évidemment très, très importants. Il est prévu donc la création et l'ouverture du centre de Massinta, qui est en Guinée forestière. C'est une des régions les plus difficiles de l'Afrique de l'Ouest, une région que je connais assez bien dans le cadre du VIH. C'est une région qui est loin de tout. Elle est à 3 jours de camion de Conakry. Elle est à 6 heures de la première piste d'avion. La France, les Américains et les Anglais se sont mis plutôt autour des grosses villes. Là, on choisit une zone particulièrement difficile. Et on l'a choisi parce que c'est là où il y a le centre et le démarrage de l'épidémie. Donc quand on dit les Français ont un peu de retard, ok, il y en a peut-être un peu de retard, mais en tout cas, on va là au cœur, là où est l'épidémie. Donc ça va être porté par la Croix-Rouge, c'est initialement, et Pasteur pour la partie biologique, c'est initialement 50 lits. Il est possible qu'on augmente après. Ce n'est pas encore totalement certain, à la fois au niveau opérationnel, et puis on est peut-être en train de changer sur la taille de ces centres. Les centres de MSF qui a fait face à l'urgence, et une fois de plus, c'est un travail très fantastique qu'ils ont fait, un peu seul au début, étaient des gros centres. Mais il faut voir que ces gros centres sont maintenant vécus par les populations africaines comme des mouroirs, entre guillemets, ou des centres où on les met sur le côté, et plus que comme des centres de soins. Et donc la vision est qu'on a peut-être, et en dehors du centre de Massinta d'une 50aine de lits, et de voir d'abord comment ça se passe, d'être assez pragmatique, et puis d'ouvrir 2 autres centres de plus petite taille, de l'ordre de 30-40 lits, plus proche entre Conakry et cette Guinée forestière, dans des zones qui sont également touchées, qui seraient plus faciles pour les opérateurs d'une part, et puis plus près de la société civile. J'insiste vraiment là-dessus, mais il serait illusoire de croire que la réponse à Ebola va être une réponse médicale. Et uniquement médicale. Elle va être en partie médicale, mais elle va être aussi sociétale et avec une série de
d'interaction avec la société civile qui sont particulièrement importantes. Donc voilà, sur ce qui doit se faire en Guinée. Alors quelles échéances? Eh bien, Macenta devrait ouvrir, je dirais, d'ici environ 15 jours à peu près, ou 3 semaines, enfin juste avant la fin du mois de novembre, et la Croix-Rouge joue un rôle très fort dans ce domaine, ils en parleront. Mais c'est pas facile, hein. Une fois de plus, j'insiste pour dire que c'est pas facile, hein. Et puis les 2 autres centres, écoutez, on doit prendre les décisions là dans les 2 ou 3 jours qui viennent pour la taille, mais je vous ai indiqué qu'on partait plutôt sur des centres de plus petite taille. On est en discussion avec différentes ONG françaises. Il y a différents pays qui sont partants pour aider, entre guillemets, soit sous une forme financière, l'effort français en Guinée, soit sous une forme de médecins ou de soignants. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que s'il y a des soignants qui doivent, de pays étrangers qui doivent accompagner cet effort, ils doivent parler français. Parce qu'il faut qu'on offre à une population dont 50% décèdent, le taux de mortalité c'est de 50%, mourir sans avoir quelqu'un, un soignant autour de vous qui vous comprend et qui ne comprendrait pas le français. Enfin, en tant que médecin, je m'oppose formellement à ça. C'est-à-dire que si des Chinois viennent, eh bien, il faudra prendre des Chinois qui parlent le français. Et puis on va essayer quand même de travailler plutôt avec les Suisses, avec les Belges, avec les Canadiens. Et la visite de notre président au Canada aujourd'hui va pousser d'ailleurs à ça, hein. Et puis on aura peut-être un certain nombre d'ONG françaises, de type Médecins du Monde ou d'autres, qui vont également s'impliquer. Il ne faut pas négliger l'importance, je dirais, de notre capacité à réunir des forces humaines pour s'occuper de ces centres. C'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose qui doit être très bien organisé. Ça touche à la fois les soignants, ça touche les biologistes, et on va probablement avoir plus de problèmes d'ailleurs avec la biologie qui est pour faire tourner ces centres. Et c'est pas si facile que ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors d'abord une petite lueur peut-être. Eh bien une petite lueur, c'est la recherche. Ça peut changer la donne, je dirais pas dans les semaines qui viennent, mais à moyen terme, sur 3 points. Le premier, c'est que vous savez qu'il n'y a pas de médicament spécifique du virus Ebola et que le meilleur de traitement, c'est un traitement asymptomatique, de nutrition, d'alimentation, d'hydratation, mais qui réclame des grandes quantités d'hydratation. La majorité de ces malades sont actuellement dans les gros centres, ne sont pas perfusés, parce que c'est aussi, la perfusion est un risque pour les soignants supplémentaires. Enfin, vous voyez, tout ça est complexe. Alors, l'idée serait d'avoir éventuellement un antiviral. Il y a 2 ou 3 antiviraux candidats médicaments possibles, qui ont été donnés d'ailleurs à des patients, à des personnes rapatriées, à des soignants rapatriés dans les cas européens et américains. Alors, l'INSERM, et je m'occupais de ça jusqu'à être coordonnateur, parce que je m'occupais de cette partie recherche, nous allons lancer un essai avec un produit qui est le Favipiravir, et qui va démarrer en Guinée avant la fin du mois de novembre. Dans 1 ou 2 centres qui s'ouvrira sur Macenta. On va d'abord laisser Macenta s'ouvrir, d'abord comme structure sanitaire et puis ensuite comme aspect de recherche clinique possible. Et l'idée n'est pas d'avoir un médicament miracle. Il n'y aura pas de médicament miracle sur une pilule, sur un médicament donné, mais on peut imaginer qu'il y en ait un signal à partir de 30 ou 40 patients qui soient traités comme tels. Et si d'autres équipes, et on est bien sûr en lien avec l'international, avec un autre médicament qui est un autre antiviral ont également un signal, eh bien c'est d'aller tout de suite à des combinaisons d'antiviraux, comme ce qui a été fait par exemple pour l'hépatite C ou pour le VIH, mais au lieu de prendre 5 ans pour le faire, là on le ferait en 3 mois. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer d'avoir des combinaisons d'antiviraux dès le mois de janvier. Le deuxième élément qui pourrait changer la donne, c'est l'utilisation de tests rapides, de diagnostic de l'Ebola. Le diagnostic d'Ebola se fait par une technique de PCR, de Polymerase Chain Reaction, et il y a maintenant des tests rapides qui sont à peu près au point, sauf qui sont au point au laboratoire, mais qui n'ont pas été vraiment étudiés sur le terrain. Il y a un test qui a été conçu par le CEA, une biotech associée au CEA. Il y a un deuxième test qui est une biotech qui a été rachetée par l'Institut Mérieux et qui pourrait apporter un diagnostic en moins de 15 minutes.
Alors vous voyez que ça change complètement la donne, parce qu'au lieu que les gens attendent dans une tente à côté de la tente où il y a les patients qui sont Ebola, ceux qui sont en attente, où il va y avoir 90% qui au bout de la journée aura une réponse négative, mais 10% qui vont passer dans l'autre tente, où les 90% qui ont attendu se disent « Ah mais mon Dieu, j'ai attendu avec des patients qui sont Ebola ». Et donc, pas ce refus du soin, mais cette vision assez négative qu'il y a dans la population africaine vis-à-vis des centres, qui n'est pas que positive, il y a aussi des éléments positifs, mais qui n'est pas que positive, eh bien, pourrait être en partie résolue, en partie par les tests rapides. Voilà. Et puis le troisième élément, c'est sur, on va lancer une cohorte de convalescents, puisqu'il y a quand même 50% de survivants. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils survivants? Quelle est leur réponse immunitaire? Est-ce qu'ils ont des particularités? Quel est leur aspect sociétal une fois qu'on est survivant de l'Ebola? Est-ce qu'on est rejeté ou pas par la société? Enfin, il y a toute une série de questions, et avec l'idée peut-être d'aboutir finalement à des donneurs de sérothérapie, et l'établissement français du sang va nous accompagner sur un projet européen de ce type, là aussi en Guinée. Donc voilà le panorama un peu de ce que nous avons, donc avec un pôle santé très fort, piloté par le ministère de la Santé, un pôle intérieur où il y a maintenant un préfet qui travaille avec nous et qui fait le lien entre les directives de la santé et celles qui doivent être mises en œuvre par les services de l'État. Le pôle diplomatie qui est on board là complètement avec tout le plan Guinée, et puis le pôle recherche dont je vous ai dit un tout petit mot. Bon, l'enjeu de tout ça, c'est quand même d'avoir pas seulement des effets d'annonce de financement et de dire la France ou l'Angleterre ou les États-Unis mettent tant de millions et à se battre dans les communiqués de presse sur le nombre de millions qui est mis, mais c'est de les avoir réellement sur table, réellement opérationnels. Et c'est une des choses que j'ai demandé à la fois au Premier ministre et au Président de la République, d'avoir du cash immédiat pour la fin de 2014, pour novembre et décembre, pour pouvoir, quand on voit les équipes et qu'on veut leur confier la prise en charge de certains centres, pour pouvoir leur dire qu'on va suivre et que ce n'est pas seulement de l'argent théorique qui doit être redistribué en interministériel, mais qu'il y a bien une somme cash pour pouvoir les aider à démarrer. Voilà. Merci, professeur Delfraissy. J'accueille monsieur Stéphane Mention. Merci d'avoir répondu aussi rapidement à notre invitation, puisqu'on vous a appelé hier et vous avez répondu positivement pour aujourd'hui. Donc, votre parcours, rapidement, vous avez été directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation en Guadeloupe, chef de projet aux affaires européennes et internationales de la Direction générale de l'offre de soins, conseiller général des établissements de santé et depuis juin 2013, directeur général de la Croix-Rouge. Votre retard s'explique par votre audition par l'Académie nationale de médecine sur le même sujet, je suppose. Voilà. Donc, je vous donne tout de suite la parole avec peut-être une question simple. Le rôle de la Croix-Rouge, vos lieux d'intervention là-bas, les pays, les personnels envoyés et sur quel traitement vous allez travailler. Monsieur Delfraissy, nous ayant déjà dépeint un beau tableau. Allez-y, monsieur Mention. Merci, madame. J'espère n'inquiéter personne ici présent si je vous dis que je suis rentré hier matin de Conakry, que je prends ma température matin et soir comme il se doit, que j'ai été testé 3 fois au départ de Conakry, ce qui est la règle, ce qui fonctionne extrêmement bien. Et il faut renvoyer, je crois, aux autorités guinéennes cette mobilisation, cet effort qui est véritablement très important, et pas seulement au départ du vol d'Air France, mais au départ de tous les vols, qu'ils soient intra-africain, sud-sud donc, ou qu'il soit vers l'Europe. Il n'y a plus pour l'Europe, vous le savez sans doute, que le vol d'Air France, à peu près régulier chaque jour, un vol hebdomadaire de Bruxelles Airlines sur Bruxelles et quelques vols de Royal Air Maroc qui permettent de rejoindre l'Europe à partir du hub de Casablanca. Je dis bien 3 fois la température, donc une fois par caméra thermique en pénétrant dans l'aérogare. Ensuite, des médecins guinéens et des infirmiers guinéens nous prennent la température à l'aide d'un thermoflash. Nous remplissons un questionnaire de santé qui est lu par un médecin, tamponné par ce médecin. Il faut avoir répondu non à toutes les questions, c'est-à-dire si possible ne pas avoir passé un trop long moment en compagnie de malades, ne pas avoir mangé de la viande de brousse, ne pas avoir été pris de vertige ou de température durant les 24 heures qui ont précédé le vol. Tout cela est fait très sérieusement. La compagnie Air France garde ce questionnaire de santé dûment tamponné pour vous enregistrer, vous délivrer votre carte d'embarquement.
Et sur cette carte d'embarquement, en passerelle, on indique une troisième fois, une dernière fois, la température qu'on vous prend à ce moment-là en passerelle. Donc vous voyez que les choses sont très sérieuses. Je le dis parce que l'isolement de la Guinée ou d'autres pays atteints de ce type de maladie, et nous l'avons connu, et je pense que M. Delfraissy pourrait en parler mieux que moi, pour d'autres types d'épidémies, est à chaque fois une catastrophe. Une catastrophe économique, politique et sanitaire. Et je dois dire que là, nous avons l'exemple de l'effort et de la réaction très rapide d'un pays pour rompre cet isolement. Isolement parfois plus important d'ailleurs entre pays africains qu'entre l'Europe et la Guinée. Juste un mot sur le dispositif à Paris, puisqu'il est assuré par la Croix-Rouge française à la demande de la zone des défenses et de l'ARS Île-de-France. Ce sont donc des secouristes de la Croix-Rouge, dont aucun d'ailleurs ne m'a reconnu hier matin, qui m'ont pris la température en sortant de l'avion. J'avais un peu plus de température qu'en partant de Conakry, mais c'est normal, je crois, après une nuit de vol dans des conditions, somme toute, pas si simples que ça. L'intervention de la Croix-Rouge française, au-delà de ces opérations sur le territoire, nous avons été saisis le 24 septembre dernier par le ministre des Affaires étrangères pour opérer, pour gérer donc le centre de traitement Ebola de Macenta. Je suis arrivé où le professeur Delfraissy disait toute la difficulté de l'opération de cette zone de Guinée forestière, qui est effectivement à plusieurs jours de route de Conakry, avec une piste d'aviation qui pour l'instant est peu utilisable, ou par de très petits avions, et que nous allons tenter de rendre utilisable, ce qui nous pose une difficulté par exemple pour l'installation du laboratoire de l'Institut Pasteur, qui nécessite un transport de matériel lourd dans les meilleurs délais. Opérer sur ce centre, cela veut dire pour nous avoir un rôle en quelque sorte de coordination, être ensemblier, puisque évidemment l'État, de par cette commande à sa Société nationale de Croix-Rouge, auxiliaire des pouvoirs publics, je le rappelle souvent, nous sommes bien dans une mission qui est la nôtre, et nous ne sommes, comme vous le savez sans doute, pas une ONG. Répondre à cette commande pour nous, cela veut dire utiliser l'ensemble des moyens mis à notre disposition. Je pense en particulier au personnel de l'établissement de préparation de réponse aux urgences sanitaires, qui a fourni 2/3 des équipes que j'ai pu accueillir samedi soir à Conakry, puisqu'elles arrivaient par le vol de samedi. L'autre tiers étant composé de personnel de la Croix-Rouge française et qui a l'habitude d'intervenir sur des missions humanitaires classiques en situation de catastrophe ou de conflit armé. Nous allons également, évidemment, devoir organiser toute la logistique, effectivement très compliquée, de fourniture de médicaments. Nous devons installer une base vie dans une région relativement hostile. Il a fallu assurer que la fourniture en électricité, par exemple, soit parfaite, car vous imaginez bien que les machines de Pasteur doivent avoir une qualité de courant absolue pour pouvoir fonctionner et donner les meilleurs résultats. Et nous sommes évidemment très attentifs à ce que nous pourrons faire pour redonner confiance à la population, car comme le disait M. Delfraissy, une des difficultés est aujourd'hui que la population ne se laisse pas approcher très aisément par les autorités sanitaires du pays et encore moins par des humanitaires étrangers et de couleurs peut-être différentes. C'est une véritable difficulté. Je suis allé dans une ville frontalière de la Sierra Leone, à Forêt-Caria, qui se trouve au nord de Conakry, où est envisagé un centre du type plus léger que celui de Macenta auquel faisait allusion M. Delfraissy. C'est une ville tout à fait importante. Il y a aujourd'hui un centre de transit qui a été inauguré par notre ambassadeur il y a quelques semaines. Il est vide. Il est vide parce que les autorités sanitaires de la région n'arrivent pas à pénétrer dans les villages où on leur signale des cas probables d'Ebola. C'est une véritable difficulté. Ils n'utilisent pas pour l'instant de mesures autoritaires ou militaires pour accéder à ces villages, bien que le président Alpha Condé ait souhaité qu'on renforce un peu l'obligation qui est faite au signalement des cas probables et à leur isolement en centre de transit. Mais on voit bien que la population aujourd'hui est très réticente à se faire orienter vers ces centres pour des raisons qu'on comprend effectivement très bien. Pas de solution thérapeutique pour l'instant et un taux de létalité dans ces centres qui est très élevé. Dans les centres de transit, le taux de létalité est de 80%. C'est-à-dire en gros le double de ce qu'on pourrait obtenir si on traitait, si on réhydratait les patients
au moins les réhydrater dans les premières heures, les premiers jours, dès la survenue du cas probable de contamination. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire. Peut-être un mot toutefois sur le rôle de la Croix-Rouge guinéenne. Vous savez que notre particularité est d'être dans un mouvement international extrêmement important. Il y a 189 sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge de par le monde. En Guinée, nous avons une société nationale très active que nous avons soutenue dès le mois de mars dernier, donc dès l'apparition des premiers cas. À la sollicitation du Quai d'Orsay, je dois le dire, et sur un budget donc, du Quai d'Orsay, nous sommes allés former nos collègues de la Croix-Rouge guinéenne qui payent un très lourd tribut à cette maladie, puisqu'ils ont la charge de la désinfection des maisons, des personnes touchées, des familles touchées. Ils ont la charge de récupérer les corps et de les enterrer. Et tout ça avec toute la difficulté culturelle que ça peut avoir. Je voudrais vous dire par exemple que lorsqu'un organisme international nous fournit des sacs mortuaires de couleur noire, ils sont inutilisables en Guinée, puisqu'évidemment la couleur du deuil est le blanc, que cet organisme international très connu et qui a normalement la connaissance des situations locales, à mon sens, ne devrait pas faire ce genre d'erreur, car nous perdons beaucoup de temps à chaque fois et nous faisons prendre des risques aux équipes de la Croix-Rouge lorsqu'elles travaillent avec un matériel qui n'est pas adapté. Donc la Croix-Rouge guinéenne continue évidemment cette mission et nous continuerons à la soutenir pour faire cela. Nous lui avons fourni les matériels roulants également, les pick-up qu'il faut pour faire ce travail. Merci. Merci, Monsieur Mention. Nous allons peut-être passer aux questions des parlementaires. Chaque question 2 minutes, puisqu'il y a quand même quelques inscrits déjà, pour permettre à nos invités de pouvoir répondre. Le premier intervenant, Monsieur Jean-Louis Touraine. Madame la Présidente, ma question s'adresse au professeur Jean-François Delfraissy pour souligner, comme l'a dit Madame la Présidente de notre commission, que la maîtrise par les pouvoirs publics français ont effectivement permis d'éviter le vent de panique que, par exemple, les États-Unis ont connu à cet égard. Et il importe de maintenir cette sérénité face à cette problématique. Alors maintenant, pour l'avenir, notamment en Afrique, bien évidemment, les espoirs, comme vous l'avez évoqué, sont d'une part au niveau du vaccin, d'autre part au niveau des traitements, et puis troisièmement, le problème des répercussions aussi, comme vous venez de l'évoquer, sur les autres problèmes sanitaires, puisque non seulement les Africains hésitent à venir pour des suspicions de fièvre hémorragique Ebola, mais aussi pour d'autres pathologies, paludisme, tuberculose, sida, choléra, etc. Enfin, en tout cas, il se défie de tous les centres de santé de crainte d'Ebola. Donc, où en est de façon très précise les données, où en sont les données sur les anticorps humanisés, utilisés en cocktail, les données des antiviraux. Il y a, je crois, au moins 6 laboratoires pharmaceutiques qui ont donc les associations prévues. Est-ce qu'au niveau international, européen et américain, entre des laboratoires différents, il y a déjà des recherches, des faits d'association de molécules pour avoir une efficacité accrue. Et puis, la leçon de l'histoire, c'est peut-être aussi de se dire qu'il y a plus de 20 ans qu'on est confronté à cette maladie. En dehors du laboratoire P4 de Lyon, très peu de gens en Europe travaillaient dessus. La recherche était très limitée. C'est dommage que la recherche ne se soit pas développée plus précocement et qu'on ne soit pas prêt à faire face à cela au moment où se développe l'épidémie. Eh bien, la même chose va se produire pour d'autres maladies, y compris d'autres fièvres hémorragiques, Lassa, Marburg, les autres maladies comparables. Est-ce qu'on tirera la leçon et est-ce qu'on aura des incitations à la recherche sur les autres agents infectieux des autres fièvres hémorragiques ou d'autres maladies aussi graves avant d'attendre que l'épidémie ne soit en place? Merci, Monsieur Touraine. Monsieur Jean-Pierre Door.
Merci Madame la Présidente. Oui, je vous remercie d'avoir organisé ces auditions puisque je vous avais proposé à une époque une mission d'information sur ce risque Ebola et vous avez fait le choix, on a fait le choix ensemble de faire ces auditions. D'abord la ministre, puis aujourd'hui Monsieur Delfraissy et Monsieur Meunier, Monsieur Menton, et puis tout à l'heure donc les virologues, infectiologues qui viendront tout à l'heure. Donc merci d'avoir organisé ça. Je crois que c'est très important que les parlementaires soient informés de la situation de ce virus, de la situation de ce qui se passe localement et surtout de l'avenir. Alors, chaque virus a une vie et chaque épidémie a une histoire. Celle-ci, elle est très particulière puisque c'est pas un virus émergent, puisque depuis 1976, on a vécu avec ce virus Ebola. Et puis là, l'histoire a été curieuse puisque c'est parti d'un gamin il y a quelques mois et d'un gamin de 8 ans et paf, ça explose pour avoir maintenant plus de 5000 morts sur 10 000 ou 12 000 atteintes. Alors, c'est une situation qui est quand même relativement explosive, localement et régionalement, vous l'avez rappelé, Monsieur Delfraissy, et je dois vous dire que moi, je suis très satisfait de votre nomination en tant que délégué interministériel de la lutte contre Ebola. Rappelle la situation qu'on avait vécue avec H5N1 quand on avait créé la DILGA, conduite par Monsieur Houssin, qui était donc avec à la fois ministère de la Santé, l'Intérieur et la Recherche. Et donc, c'est vous qui allez piloter cette délégation. Alors, j'ai pas mal de questions à vous poser. Je vais essayer d'être rapide, Madame la Présidente, mais je crois que c'est important. C'est la situation des ressortissants français sur place. Car nous avions été alertés dès le début de l'explosion d'Ebola il y a quelques mois, de la situation de toutes ces personnes françaises qui travaillent sur place, dans le monde agroalimentaire, dans le monde forestier, dans le monde des ambassades, dans le monde d'entreprises, qui se sont trouvés inquiets en se demandant ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient vivre. La deuxième question, c'est le système, vous l'avez dit, sanitaire local qui est catastrophique, qui n'existe pas, qui est complètement à ras des pâquerettes, et plus les us et coutumes des populations africaines qui fait que l'explosion, elle est facile, et vous l'avez dit. La troisième question, donc comment faire pour rétablir le système sanitaire. La troisième question, le rôle de l'OMS. J'aimerais qu'on parle de l'OMS, qui est quand même alerté, mais qui serait un petit peu, je ne sais pas, en retard ou autre. Quelles sont, autre question, je finis Madame, quels sont les financements? Est-ce qu'ils sont à la hauteur? Certains ont évoqué, il faut le dire, qu'il faudrait minimum $1 milliard pour arriver à résoudre le problème Ebola. Donc, est-ce que on peut confirmer ce genre de chiffres? Ensuite, à Monsieur Meunier de l'Eprus, oui. Combien de réservistes sont-ils partis sur place là-bas, en partance de l'Eprus, dès l'instant où à l'Eprus, donc nous avons des réservistes. Voilà, donc beaucoup de questions, mais je pense que c'est important, on ne peut pas rester dans l'ignorance de tout cela. Merci, Monsieur Dor. Madame Seba Dagoma. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie également les différents intervenants pour leurs interventions liminaires. Comme vous l'avez dit, l'épidémie se poursuit. Monsieur Delfraissy, vous avez mis en lumière les quatre pôles, et ma question est relative à au moins 2 d'entre eux. Ma question, en fait, elle est relative aux pays voisins. Je pense au Burkina, je pense en Côte d'Ivoire. En place pour ces pays. Ma deuxième question, elle est relative à l'étude qui a été faite par la Banque mondiale sur l'impact économique du virus s'il devait se prolonger. Et l'étude, en fait, les chiffres sont particulièrement éloquents puisque dans le pire des scénarios, le coût de l'épidémie pourrait s'élever à plus de $32 milliards en 2014 et 2015 pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, soit plus de 2,5 fois les PIB additionnés de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone. Et donc, ma question, elle est simple. Quelles sont, selon vous, les actions que nous pouvons mener au-delà des mesures sanitaires pour permettre à ces États de mieux résister aux conséquences de l'épidémie sur le plan économique? Je vous remercie. Merci. Monsieur Pierre Lelouch. Merci Madame la Présidente. Monsieur le professeur, la question fondamentale qui se pose, c'est votre analyse. Je suis là. Je suis un peu caché. La question qui se pose, c'est votre analyse de l'évolution de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et comme Madame Dagoma,
qu'est-ce qui se passe avec les pays autour? Parce que votre diagnostic sur le thème « il n'y a pas de risque d'Ebola en France » n'est viable que si l'épidémie est stoppée localement. J'ai entendu, lors d'un voyage le mois dernier, début octobre, à Washington, votre collègue du CDC américain, Center for Disease Control, annoncer des chiffres sans doute catastrophistes, j'en sais rien, je vous pose la question. Ce monsieur parlait, et il est le conseiller d'Obama sur ces questions, tenez-vous bien, d'1,5 million de morts si l'épidémie n'est pas contenue localement d'ici la fin de l'année. Donc la question de fond, c'est est-ce que ces chiffres sont fantaisistes ou pas, et est-ce que l'épidémie peut être contenue? Ce qui m'amène à la question suivante. Vous avez j'ai posé la question la semaine dernière à l'Assemblée, vous y avez répondu d'ailleurs mieux que le gouvernement dans le monde. S'agissant de l'Europe, pour l'instant, l'Europe n'en fait pas grand-chose, la France fait un peu. Vous avez dit que la Guinée, qui est entre guillemets attribuée à la France, est au-dessus de nos moyens financiers et humains. Que faut-il faire donc pour contenir cette épidémie en sachant qu'il y a eu déjà 500 morts parmi les personnels soignants et que probablement les chiffres des victimes sont sous-estimés en raison en particulier de ce que vous venez de nous dire tous sur l'attitude de la population, le fait que l'on fuit les centres de traitement, pour de bonnes raisons d'ailleurs, et qu'en plus les frontières sont absolument poreuses. Donc moi ce que je voudrais, à mon avis c'est quand même le cœur du sujet, quel est l'état de l'épidémie localement? Est-ce qu'on a de bonnes chances de l'endiguer? Et avec quels moyens européens, sachant que les Américains, entre guillemets, s'occupent du Libéria, en utilisant beaucoup d'ailleurs leurs forces armées. J'ai été surpris au passage qu'on évoque assez peu les moyens militaires de la France. Vous êtes dans l'interministériel, vous avez parlé des autres ministères, mais pas de la défense. J'étais un peu surpris parce que, j'ai bien compris, les Américains et les Anglais, eux, utilisent beaucoup leurs moyens militaires. Enfin, si tout ça rate, autrement dit, si l'épidémie continue à se développer, ce qui est après tout possible, quid à ce moment-là de la protection du territoire national? J'ai écrit au ministre des Transports, j'attends toujours la réponse, pour savoir quel est le nombre d'avions provenant d'Afrique qui atteignent des pays qui sont des hubs, c'est-à-dire essentiellement la France, la Belgique, de plus en plus aussi Istanbul, avec des gens qui arrivent en masse tous les jours en provenance d'Afrique. Est-ce que, à vos yeux, le système de prise de température est suffisant? Faut-il prévoir d'aller au-delà? Voilà le genre de questions qu'il est dans notre devoir de vous poser, tout en nous félicitant, encore une fois, je termine, de la mobilisation, naturellement, qui est faite du côté français sur ces sujets. Merci, Monsieur Lelouch. Je vais laisser la parole à Madame Guigou, chère Elisabeth, avant de vous laisser partir. Vous priez donc d'excuser mon départ prématuré, mais c'est Paul Giacobbi a bien voulu accepter de venir co-présider cette réunion. Moi, j'aimerais, puisque le président de Médecins sans frontières, et je soulignais ça avant que vous arriviez, monsieur le professeur, nous avait dit que le seul véritable moyen d'endiguer cette épidémie, c'est de trouver vite un vaccin. J'aimerais savoir où on en est des recherches là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut espérer? À quel horizon? Et puis, par ailleurs, est-ce qu'on a avancé au plan européen sur la mise à disposition par les pays européens d'un avion qui serait affrété pour rapatrier nos soignants qui, le cas échéant, seraient contaminés sur place? Parce que je comprends que notre infirmière qui avait été contaminée, qui a été guérie depuis, tant mieux, avait été rapatriée par un avion de Médecins sans frontières. Donc voilà. Alors je ne peux pas rester pour écouter vos réponses, mais j'en prendrai connaissance avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Nous accueillons donc Monsieur Giacobbi, qui va co-présider. Merci. L'orateur suivant, Monsieur Gérard Sebaoun. Oui, merci Madame la Présidente. Deux questions rapides. L'une, pour revenir un petit peu sur ce que disait Jean-Louis Touraine tout à l'heure, entre 1976 et 2012, on a eu un peu plus de 2000 cas Ebola, soit quelques-uns, soit jusqu'à quelques centaines, dans différents pays d'Afrique qui ne sont pas les mêmes. Et on a eu 80% de décès. Donc ma question est importante dans le sens où qu'est-ce qu'on a fait de ces 25 ans en termes d'aide au développement, en termes de recherche, en termes de vigilance, pour pouvoir, vis-à-vis de Ebola, avoir
une réactivité maximale si le virus devait revenir sur le devant de la scène, ce qui est le cas aujourd'hui, même si les conditions sont différentes. Je crois qu'il est important que nous ayons un regard lucide et critique sur ces 25 ans. Deuxième question très courte, puisqu'il y a un débat dans certains pays, je me réfère à différents articles de journaux que j'ai pu lire, sur la notion de confinement et de quarantaine, notamment aux États-Unis, puisque je crois que 2 gouverneurs étaient montés au créneau à New York et dans le New Jersey pour dire qu'il fallait confiner les soignants qui revenaient sur le sol américain, ce qui n'est pas le cas du président Obama. Donc je pense qu'il faut tordre le cou à cette idée, me semble-t-il, mais j'aimerais que ce soit vous qui le disiez et qu'on écarte définitivement cette notion assez folle de confiner l'ensemble des soignants qui reviendraient sur les territoires européens ou américains. Merci, Monsieur Sebaoun. Monsieur Michel Thérault. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voulais rebondir sur la question de Pierre Lelouch. Je regardais les déclarations du directeur général adjoint de l'OMS qui confirme un chiffre de 1,4 million malades et non pas décès, on peut l'espérer, au début 2015, au train où vont les choses en termes d'accélération de la pandémie. Est-ce que vous confirmez ou non ce chiffre? Deuxièmement, moi j'étais en Afrique centrale il n'y a pas très longtemps, en RDC notamment. Il semblerait qu'il y ait le virus Ebola avec une autre souche. C'est plus contenu, semble-t-il, mais lorsqu'on connaît ce pays, on se dit que si l'épidémie vient à toucher Kinshasa, il sera très difficile de l'enrayer facilement. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas que l'Afrique occidentale qui est concernée, mais que l'Afrique centrale l'est aussi? Et puis, dernier point, le professeur Touraine a posé la question, Madame Guigou également, où en est-on de la recherche française sur le vaccin? Étant de Lyon, comme le professeur Touraine, j'ai vu un article de presse il n'y a pas longtemps de chercheurs qui travaillent autour du P4 Mérieux, qui semblait dire qu'il manquait de financement pour arriver à l'élaboration d'un vaccin à très brève échéance, me confirmait aussi Alain Mérieux directement il y a moins d'une semaine de cela. Donc j'aimerais avoir vos réponses à ce sujet. Merci, Monsieur Thérault. Monsieur Pouria Merachi. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai votre nom, excusez-moi. C'est pas grave. Donc, en fait, je n'ai plus de questions, car elles ont été posées, et notamment par Seba Dagoma. Mais j'en profite pour dire, en tant que député des Français établis dans toute la région, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Sierra Leone, en Guinée et dans d'autres pays, que d'abord, je ne suis pas sûr qu'il faille distinguer, même si j'ai bien compris la préoccupation de notre collègue, les communautés françaises étrangères, et la communauté française en particulier, des populations locales qui vivent là-bas et qui sont préoccupées de la même façon et concernées de la même façon par les dispositifs sanitaires de sécurité. Et de ce point de vue, les consignes données par les autorités, et y compris les autorités consulaires françaises, sont parfaitement adressées et respectées par ceux à qui elles sont destinées. Je m'interrogeais plus sur la coordination entre les différents pays concernés, et ceux parmi les plus avancés, je pense notamment à la Côte d'Ivoire et quelques autres, qui ont quand même des capacités pour essayer d'intégrer les processus de coopération en matière sanitaire, en matière géopolitique, en matière de sécurité aussi. Et puis, moi, je n'ai évidemment, donc je ne disais pas de questions et évidemment certainement pas de conseils. Simplement, si on peut vous être utile dans la plaidoirie qui va être la vôtre au-delà de la coordination du travail, parce que les mêmes causes reproduiront les mêmes effets si, à terme, on n'en tire pas la conclusion essentielle que tant que des pays resteront dans un état de sous-développement insupportable, alors cela continuera non seulement de se propager, mais cela se répétera. Et que nous sommes tous assez fatigués, que ce genre de grande crise génère des angoisses médiatiques, légitimes qu'on peut comprendre, mais qui seront chaque jour plus médiocres et plus pauvres dans le débat public si elles ne sont pas compensées par la seule solution qui vaille, c'est-à-dire des plans massifs de coopération, de développement, avec derrière la perspective de construction durable d'infrastructures et en particulier de politique dans le domaine de la santé publique. Et que tant que l'on ne le fera pas, nous serons en partie très co-responsables des situations de crise sanitaire de ce type. Merci. Merci, Monsieur Amir Chahi. Madame Le Callennec.
Madame la Présidente, merci des informations que vous venez de nous communiquer tous les trois. Moi, j'aurais 3 questions. La première concerne les annonces de déblocage immédiat de 20 millions d'euros. J'aimerais savoir si vous en connaissez à ce stade la répartition. Est-ce que ça se traduit concrètement par un soutien financier à vos institutions que sont les Prus ou que sont la Croix-Rouge? Est-ce que ça va vers de l'investissement, du fonctionnement, voire pour ce qui concerne les Prus, vers de la rémunération, puisque j'ai cru comprendre que parmi les personnes que vous faites intervenir, et le professeur Delfraissy a bien rappelé que c'était un peu compliqué de recruter aujourd'hui, compte tenu des risques. Est-ce que ça se traduit concrètement? Deuxièmement, je voudrais relever ce que vous avez dit, professeur, sur les joies de l'interministériel, avec tous les sous-entendus. Est-ce que vous pourriez donner un conseil sur le bon pilotage, la bonne gouvernance? Est-ce qu'il faudrait dès à présent faire évoluer pour que le pilotage, la gouvernance soit le plus efficient possible compte tenu de la difficulté? Enfin, sur le traitement d'Ebola, alors quand on lit la presse ou qu'on regarde la télévision, on a l'impression que quand on est rapatrié, qu'on est une infirmière et qu'on est touché par Ebola, eh bien on en guérit. Mais on voit également, mais c'est le traitement médiatique des choses. C'est pour ça que je vous pose la question, là, en tant que citoyenne qui regarde la télévision. Maintenant, on voit, et vous avez rappelé les chiffres très inquiétants, que ça touche des populations, que 50% des gens qui sont touchés en meurent. Comment expliquer cette différence, puisque vous citiez que quelques cas qui allaient se produire dans notre pays? Moi, j'aimerais comprendre. Je ne suis pas médecin, mais j'aimerais comprendre. Merci. Merci. Madame Françoise Imbert. Merci Madame la Présidente. J'avais une question concernant l'élaboration du vaccin, mais ce qui a été largement abordé précédemment. Professeur Delfraissy, vous nous avez dit que les centres devaient être réalisés près de la société civile. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Et de plus, les hôpitaux français sont-ils prêts à accueillir les personnes atteintes ou en suspicion d'atteinte du virus Ebola à Paris et hors Île-de-France? Je vous remercie. Merci. Monsieur Eliabou. Merci. Ma question s'adresse à monsieur le professeur Delfraissy. Quand vous dites, monsieur le professeur, qu'il n'y aura pas d'épidémie en France, je pense que, venant de votre part, c'est rassurant, vu le niveau de votre expertise. Bon, je pense que cela est lié probablement à ce que cette épidémie soit plutôt sécrétoire et non respiratoire. Et je voudrais vous poser une question. Bon, on sait qu'il y a toujours un temps de latence entre le début de l'épidémie et la recherche thérapeutique. Et malheureusement, la morbidité pendant cette période, voire la mortalité dans ce cas-là, elle est très forte. Ma question, est-ce qu'au niveau de la recherche médicale, on est sur le plan international dans une approche plutôt de concurrence et de jalousie négative, comme on le voyait souvent? Les cas sont fréquents dans ce domaine, ou est-ce qu'il y a une mutualisation et des passerelles entre les pays et les centres de recherche? Ma deuxième question, bon, on a parlé de l'organisation sociétale, on a parlé de l'organisation médicale, on a parlé je rejoins un peu mon collègue député des Français de l'étranger, on parle souvent de nos soignants qui sont à l'étranger et qui reviennent. Mais on ne parle jamais, et je m'adresse à monsieur le vice-président de la Commission, à nos compatriotes qui sont installés dans ces pays-là. Est-ce qu'on a réellement une cartographie humaine et quelles sont les relations entre nos compatriotes, tout simplement, et les autorités consulaires? Est-ce que le message passe? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau? Parce que je pense que là, cette question n'a jamais été approchée. Merci. Merci, Monsieur Abou. Madame Sheines Kirouni. Merci, Madame la Présidente. Même si j'entends bien les risques sont limités, mais la France s'est préparée à faire face à l'épidémie. 12 hôpitaux sont prêts à accueillir les patients atteints du virus Ebola. Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy, qui est sur ma circonscription, en fait partie. J'aurais aimé savoir comment s'organiserait la gestion, la coordination et le suivi entre les 12 établissements. Merci. Merci, Mme Kirouni. Monsieur Perru. Oui, Madame la Présidente, professeur, chers collègues.
les Français sont inquiets. Et avant-hier même, un grand quotidien gratuit distribué sur l'agglomération parisienne disait « Rassurez-vous, le risque d'infection est plus que minime dans l'Hexagone » et développait un certain nombre d'arguments. Je voudrais savoir, professeur, si effectivement vous jugez aujourd'hui que la communication est suffisamment proche de l'ensemble de nos concitoyens pour les informer, pour qu'ils comprennent ce qu'est cette maladie et comment elle se transmet. Parce qu'on entend effectivement beaucoup d'éléments, parfois même contradictoires, qui exigent effectivement une information très proche de nos concitoyens. Puis deuxième question, la ministre de la Santé, le 20 octobre dernier, je crois, avait annoncé la tenue d'un exercice grandeur nature dans tous les services d'urgence pour vérifier qu'ils sont prêts à accueillir une éventuelle malade justement de cette maladie. Est-ce que tous les services d'urgence des hôpitaux ont été effectivement concernés? C'est l'affirmation en tout cas que je voulais avoir de votre part. Et si effectivement tous les établissements sont opérationnels aujourd'hui pour faire face à l'accueil d'une personne malade. Merci Monsieur Perru. Madame Guittet. Oui, merci Madame la Présidente. Je voulais poser une question au sujet des autres maladies, parce que la Guinée est connue pour Ebola, mais on sait très bien qu'en Guinée, il y a un certain nombre d'autres infections qui tuent peut-être autant, si ce n'est plus, que la maladie Ebola, notamment des maladies comme le paludisme, les maladies respiratoires aiguës, le choléra, etc. Donc, je voulais savoir comment vous travaillez pour qu'il y ait un juste équilibre entre la lutte contre Ebola qui, comme elle fait l'actualité, est la source de toutes les attentions, et des épidémies qui tuent, comme la tuberculose, qui tue 1,5 million de personnes par an dans le monde et dont, qui n'est absolument pas médiatisée. Donc, je voulais savoir comment vous arrivez à trouver ce juste équilibre dans ce genre de pays. Merci, je vous remercie. Merci Madame Guittet. Je donne la parole pour l'orateur, le dernier orateur, donc Monsieur Giacobbi, qui co-préside avec moi cette table ronde. Monsieur Giacobbi. Merci. Alors, s'il en était besoin, les questions posées montrent que l'affaire d'épidémie est à la fois médicale, bien entendu, mais également politique et géopolitique, et même psychologique et sociale. Si mon information est exacte, le virus Ebola est apparu en 1976 au Sud-Soudan, et puis il y a eu depuis 1976 à peu près une trentaine d'apparitions avec des variances considérables quant au nombre de personnes touchées et même au taux de mortalité qui a varié entre 25 et 80 ou 90%. Alors aujourd'hui, on est confronté à trois phénomènes qui en réalité sont liés. Une fièvre médiatique quand même considérable, parce que tous les journalistes ne sont pas virologues et n'ont parfois pas beaucoup de bon sens ni de connaissances médicales, et crient volontiers au risque. Dans le cas d'espèce, les statisticiens de l'épidémie, enfin de la maladie, qui souvent font des projections. Donc je rappelle, monsieur le professeur, vous savez mieux que moi, que nous étions tous atteints, ou presque, ou un quart de l'humanité devait être atteint par le H1N1, d'après les statistiques officiellement publiées. C'est assez simple, hein, le calcul géométrique montre qu'effectivement, si une personne peut en contaminer 10, etc., je vous fais pas de dessin, l'humanité, qui n'est pas si nombreuse, est très rapidement atteinte. Et donc, il faudrait aussi modérer un peu ce genre de projections qui n'ont aucun sens sur le plan scientifique et sur le plan de l'observation raisonnable. Alors, deux questions. La première, comment se fait-il que depuis, mais je me trompe peut-être, depuis 1976, ça fait quand même un moment, on a l'impression qu'une recherche sur les traitements pris en compte, les tests d'Ebola, on y pense aujourd'hui. Est-ce qu'on y pense depuis longtemps, ou bien est-ce que c'est parce que cette dernière apparition d'Ebola a été plus massive que d'autres, et puis finalement parce qu'elle, pour la première fois, on se demande si ça ne va pas toucher indirectement l'Occident. Et donc, un malade aux États-Unis, c'est quelque chose qui prend, ou en Espagne ou en France, quelque chose qui prend des proportions infiniment plus grandes que 1000 malades quelque part du côté du Congo. Puis on ne sait pas très bien quel Congo il s'agit, etc. Donc tout le monde considère ça comme très lointain. Donc, première question, est-ce qu'on a fait des études depuis 1976 ou est-ce qu'on se met à les faire aujourd'hui de manière extrêmement sérieuse? Et deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre position par rapport à ces projections alarmistes, géométriques, que l'on entend régulièrement à chaque épidémie et qui sont, Dieu merci, démenties par les faits aussitôt après? Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment on distribue la parole pour les réponses. Monsieur Delfraissy.
Écoutez, moi, je veux bien commencer sur un certain nombre de points en les regroupant. Hein. Il y a un petit clin d'œil dans quelque chose qui est plutôt triste. Pour ceux, en tout cas, de cette salle qui vont en Afrique, vous savez que les réunions en Afrique sont aussi avec des questions multiples. Hein. Alors que d'habitude, nous, en sciences, en France, on a une question, une réponse, une question, une réponse. Et là, j'ai l'impression donc de me retrouver. Mais ça tombe très bien pour Ebola. C'était fait exprès, M. Delfraissy. Voilà. Alors, premièrement, je pense que la grande question, c'est celle qui a été posée autour de l'épidémio, c'est-à-dire au nom de quoi vous nous dites que finalement, il n'y aura pas d'épidémie sévère d'Ebola en France. Et quels sont les chiffres? Est-ce que c'est plusieurs dizaines de milliers de cas à la fin de l'année? Est-ce que c'est plusieurs centaines de milliers de cas? Ou est-ce que c'est plus d'1 million de cas, voire même 1,5 million? Alors tout d'abord, et ce n'est pas spécialement pour me protéger, mais c'est parce que je le pense vraiment, il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas sur Ebola que de choses qu'on sait. Et il faut être très modeste et prudent en termes scientifiques et donc ensuite pour prendre les décisions éventuellement de santé publique qui sont derrière. C'est une vraie réalité, hein, parce qu'il y a eu assez peu de recherches et je reviendrai après pourquoi. Alors, il y a en effet des équipes de projecteurs, entre guillemets, qui sont en général des biomathématiciens et qui font des prévisions. Et on a vu dans la littérature, là, au cours du mois de septembre et du mois d'octobre, ces 3 ordres de grandeur. Plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers et 1,5 million de personnes touchées fin 2014. Personnellement, vous voyez que je vais mouiller encore une fois, je pense que nous serons plutôt de l'ordre inférieur à 100 000 à la fin de 2014. On sera plutôt autour de 70 000, 80 000 cas dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Si, en tout cas, la mobilisation est en train de se produire, mais c'est maintenant qu'elle doit avoir lieu. C'est pas en janvier, c'est pas en février. Les moyens, là, maintenant, et notre mobilisation générale, c'est maintenant qu'il faut la faire. Alors, le deuxième élément que vous me posiez, c'est de dire, OK, bon, à partir de ces chiffres, mais qu'est-ce qui va se passer si, avec les autres pays limitrophes? Et on revient à cette Guinée forestière, zone de frontière, la Côte d'Ivoire, on l'a évoqué, le Burkina Faso, le Mali. Et l'enjeu, en fait, il est là. Et il se situe beaucoup avec la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le scénario noir qui pourrait arriver, c'est en effet si on avait une atteinte massive et importante au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que là, ça changerait la donne complètement, parce que c'est un très grand pays, mais qui est en partie désorganisé après la guerre civile, où il y a une communauté française qui est très importante, donc avec l'aspect de retour qui pourrait se produire en France, l'aspect de panique, qu'est-ce qu'on fait d'une grande communauté de ce type? Et là, véritablement, c'est un point qu'on ne maîtrise pas bien. Alors, bon, voilà ce que je peux vous répondre. J'ai demandé à ce qu'on envisage, à tous les niveaux, mais en particulier au niveau français, c'est-à-dire du pôle santé et du pôle du ministère de la Santé, qu'on fasse en urgence, pour probablement le début de la semaine prochaine, une étude de scénario qui serait non seulement en s'appuyant sur les données françaises qu'on connaît déjà, ce que j'évoquais tout à fait au départ, mais y compris avec des données, la Côte d'Ivoire est prise, qu'est-ce qui se passe, et qu'on envisage y compris le scénario très noir, auquel je ne crois pas. Hein, je suis assez clair aujourd'hui, hein, auquel je ne crois pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'y croit pas qu'il ne faut pas l'envisager. Hein, il faut envisager le pire. Donc on aura des données et on tirera donc une leçon, entre guillemets, de ce scénario noir. Et véritablement, c'est la Côte d'Ivoire qui est un enjeu majeur. Alors après, la deuxième question, c'est on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas très bien pourquoi les pays limitrophes ne sont pas plus touchés. On a longtemps dit pendant l'été que parce qu'il y avait une sous-déclaration des cas, il y a globalement une sous-déclaration des cas, et qu'il y avait une négation de la part d'un certain nombre de ces pays limitrophes. Ce qui était possible pendant un certain temps, ce qui le devient de moins en moins, compte tenu de la médiatisation, y compris dans le contexte africain, et on ne peut pas masquer un nombre, je dirais, relativement important de cas d'Ebola dans un pays qui souhaiterait le masquer. C'est plus possible, hein. Encore qu'on soit dans des zones très difficiles. Peut-être que Stéphane Mention vous dira, puisqu'ils ont des équipes qui sont juste au bord de la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, où il y a des zones un peu de ceinture sanitaire qui valent ce qu'elles valent, mais qui peuvent peut-être expliquer pourquoi ça ne touche pas. Le Mali, il y a une place à Bamako
qui s'appelle la place des Guinéens. Bon. Et où arrivent les cars, où arrivent... Bon, on imagine, si ce n'est pas une petite fille, comme le cas qui s'est passé, mais de quelques cas, comment cette place peut brutalement, s'il arrivait plusieurs cas, être une zone de contact très très importante. Donc les enjeux, en effet, sont véritablement là. Mais plus que le Mali, je pense que le vrai gros enjeu pour la France, et donc pour le scénario un peu noir du côté français, c'est la Côte d'Ivoire, parce qu'on a une communauté française qui est très importante en Côte d'Ivoire. Alors au passage, ça explique d'ailleurs, dans les questions, vous m'avez dit et l'armée, vous en avez assez peu parlé, il n'y a pas un pôle armée. Je vous ai indiqué que l'armée allait s'occuper et prendre en charge le centre de traitement des soignants. Eh bien, l'armée nous dit deux choses. L'armée nous dit qu'ils sont un peu au bout de leurs moyens, parce qu'ils sont déjà sur beaucoup de centres d'opérations militaires et qu'il y a eu les restrictions budgétaires et que peut-être plus que d'autres militaires. Bon, mais inversement, l'armée aussi a une logique, elle a l'habitude des crises et c'est des gens extrêmement solides et extrêmement sérieux. Et dans leur réserve de dire, bon, on vous suit sur le traitement des soignants, mais on ne veut pas tout prendre en charge après, il y a dans leur esprit, me semble-t-il, l'idée de garder une certaine forme vive, de réaction vive, si se passait un événement grave en Côte d'Ivoire. Voilà. Après, c'est moi qui le dis, ce n'est écrit nulle part, mais je pense qu'on est là pour se dire les choses, et je pense que dans leur vision, il y a cette vision-là. Alors, deuxièmement, sur la recherche, il y avait une série de questions autour de ça. Question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plus de recherche? Quelles leçons à tirer? Où on en est dans les antiviraux et les vaccins? Alors, pourquoi pas plus de recherche? Parce qu'il y avait assez peu d'équipes en France qui travaillaient dans le monde sur ce type de virus. Ces épidémies s'arrêtaient d'elles-mêmes. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en RDC. Ça a été évoqué également par quelqu'un qui a démarré en septembre, mais qui s'est arrêté la mi-octobre de par elle-même, comme d'habitude, je dirais. Hein, comme peut-être pas totalement, mais enfin, en disant qu'il n'a pas explosé, en tout cas jusqu'à maintenant. Voilà, vous avez raison de me nuancer. Et donc c'était considéré comme essentiellement un problème sanitaire. Il y a néanmoins des chercheurs, il y a des chercheurs français, il y a quelqu'un qui s'appelle Éric Leroy qui travaille au CIRMF au Gabon, qui est un de ceux qui a le plus publié, décrit, et on savait des choses, hein, le virus Ebola, il a été séquencé, on sait comment il marche, enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été réalisées autour de cela, mais ça n'avait pas été de grande amplitude, sauf deux pays, les États-Unis et la Russie, parce qu'ils avaient considéré le virus Ebola comme un virus dans le cadre du bioterrorisme, et donc il y avait eu un financement de la recherche qui avait été fait par les militaires, pas par les organismes de recherche, mais par les autorités militaires, et c'est comme ça d'ailleurs que le premier vaccin disponible du NIH avec GSK, est un vaccin qui vient de là, parce qu'il avait été poussé dans cette stratégie autour de recherche militaire. Alors après, ce qu'on sait, les médicaments, c'est la question de Jean-Louis Touraine. Oui, en effet, il y a 5 à 6 médicaments de candidats médicaments qui seraient possiblement utilisables. Alors après, il faut nuancer, parce que la majorité de ces médicaments étaient en toute petite quantité. C'est le cas, par exemple, d'anticorps neutralisants de type Zmap, où il n'y en a plus. Il reste quelque chose qui n'est pas très loin, mais qui n'est pas du Zmap, qui est du Zmab, où il reste une vingtaine de doses. En plus, c'est injectable, donc ce n'est pas si facile que ça pour traiter les patients. Et après, il y a une série d'autres médicaments qui sont en toute petite quantité, de quoi traiter 20, 30 patients, mais on n'était pas du tout dans une vision industrielle, on était dans une vision de recherche un peu militaire, de bioterrorisme, mais pas du tout dans une vision de sanitaire, entre guillemets. Alors les deux seuls médicaments qui sont en grande quantité et qui sont disponibles par la bouche, c'est-à-dire c'est quand même plus facile à donner, sont le favipiravir que j'ai évoqué tout à l'heure et qu'on va utiliser en Guinée avec cet essai de l'INSERM, et puis un deuxième médicament qui est un médicament assez proche, mais qui est là par une boîte américaine, le brincidofovir, excusez-moi, et qui est lui aussi utilisable par la bouche. Et ces deux médicaments ont été développés parce que c'était des médicaments développés contre la grippe grave. Et donc ils ont des AMM contre la grippe grave, et ils sont donc, on pense qu'ils ont peut-être une activité chez l'homme, mais à vrai dire, les premiers essais vont permettre de le faire. Dans ce qui a été évoqué, dans la question aussi, comment les personnes qui ont été traitées au nord
et qui ont été rapatriés avec ce type de médicaments candidats, entre guillemets, vous voyez que le transfert au sud va se faire dans un délai très rapide par rapport à ce qu'on a connu dans d'autres pathologies. Les patients du sud vont pouvoir avoir accès, dans le cadre d'essais en quantité limitée, mais ensuite assez vite si on avait des signaux positifs. Et le premier essai démarre finalement fin novembre. Bon, voilà, c'est quelque chose on n'a pas du tout connu, par exemple, dans le sida, où il a fallu 6-7 ans avant qu'on transfère les médicaments au sud. Là, les choses vont beaucoup plus vite. C'est quand même quelques mois. En quelques mois, ce type de médicament va arriver au sud, parce que c'est évidemment le sud qui est touché. Et c'est tout à fait normal. Mais je veux dire, le delta, il s'est beaucoup raccourci. Sur les vaccins, et y a-t-il une recherche française sur le vaccin? Et j'ai vu, comme vous, cette annonce dans ce journal de Lyon. Alors méfions-nous beaucoup de ces journées d'avant, de ces effets d'annonce. Vous savez, il n'y a pas plus indépendant qu'un chercheur et il n'y a pas plus indépendant qu'un chercheur français. Et je le sais parce que j'en suis un. Bon. Donc il faut quand même néanmoins se méfier et on a tous une grande responsabilité, à la fois les chercheurs eux-mêmes d'avoir des effets d'annonce de ce type et de dire « donnez-moi de l'argent et vous aurez un vaccin dans 15 jours ». Hein, c'est faux, c'est archi faux. Hein. Et deuxièmement, de pouvoir créer, je dirais, un peu de buzz en disant j'aurai un vaccin. Alors, par ailleurs, il y a une excellente équipe et d'excellentes équipes qui travaillent à Lyon. Il y a un très gros centre de recherche en infectiologie autour du P4 et il y a des gens de grande capacité. Mais la France est en deuxième plan sur le vaccin. Il faut savoir reconnaître les choses. Il y a 3 vaccins qui sont en route en ce moment. Il y a un vaccin qui est donc le NIH et de GSK, qui est un vaccin qui est un adénovirus. Il y a un deuxième vaccin qui est par un institut de recherche canadien qui avait travaillé là-dessus et qui avait été financé par l'armée américaine, donc qui se trouvait avec 2 ou 3 années d'avance, puisqu'ils avaient déjà ce vaccin dans les tuyaux. Et enfin, il y a un troisième vaccin qui est par la société Johnson & Johnson. Les premières personnes vaccinées ont été vaccinées aux États-Unis le 8 septembre. On aura des données d'immunogénicité sur ce vaccin dans les 15 jours qui viennent. Le deuxième vaccin avec le vaccin canadien, les premières personnes vaccinées ont été vaccinées le 10 octobre. On aura des premières données d'immunogénicité fin décembre. Et enfin, le troisième vaccin avec Johnson & Johnson aura ses premières injections vaccinales uniquement à partir de la mi-février, voire de début mars. Donc, on se trouve au niveau vaccin avec des stratégies extrêmement différentes. Les Anglais et le gouvernement anglais qui poussent énormément pour des raisons économiques, parce qu'il a GSK, qui est une grande compagnie pharmaceutique anglaise, et qui voudrait qu'on commande, qu'on se lance dans la même opération qui a été faite sur H1N1 il y a quelques années, qu'on appuie sur le bouton pour commander plus de 3 millions de doses, hein, sans savoir si on a le début d'une efficacité. Moi, je ne peux pas couvrir ça. On doit s'appuyer, on peut faire des paris en médecine, on peut faire des paris en recherche, mais il faut quand même s'appuyer sur de l'evidence-based medicine à un moment donné. Bon. Inversement, les Américains partent sur un grand essai de phase 3 randomisé contre placebo dans ce contexte sanitaire très difficile, avec un essai sur 28 000 personnes dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest qui rendrait des résultats en mars 2016. Je dis bien en mars 2016. On ne peut pas non plus accepter une stratégie qui est uniquement basée sur ce type d'essai très lourd. Et probablement, la vérité, elle est au milieu, c'est ce qui va essayer de se faire. Donc on a réussi, mais avec beaucoup de difficultés, à ce que l'OMS prenne un rôle de leadership sur la stratégie vaccinale et qu'il y ait, à partir des 2 premiers vaccins sur lesquels on aurait des données, un comité indépendant des politiques, indépendant des industriels, pour regarder les résultats et nous dire s'il y a des résultats qui permettent d'aller plus loin en termes d'immunogénicité. Donc voilà où on en est sur le vaccin. Alors, sur les vaccins français, il y a 3 équipes qui travaillent sur une stratégie de prime boost, c'est-à-dire parce que tout repose sur l'idée que ça va être facile de faire un vaccin contre Ebola, ce qui n'est peut-être pas si faux que ça. Le vaccin contre Ebola ne sera peut-être pas si difficile à construire. Mais on ne sait pas si une seule dose de vaccin permettra d'avoir une bonne réponse antivaccinale. Donc il faut y retourner avec ce qu'on appelle la stratégie du boost en vaccinologie, un deuxième vaccin. Et pour ça, il y a un certain nombre de candidats vaccins qui sont portés par des équipes françaises, soit à l'Institut Pasteur, soit au Vaccine Research Institute, soit à Lyon. Et Lyon, on est en train de commencer à regarder là comment on pourrait se situer. Quelles leçons à tirer sur la recherche ? Eh bien, Jean-Louis, tu sais, on en a déjà discuté ensemble. Moi, je crie depuis 3-4 ans qu'il faut organiser la recherche en situation d'urgence hors les crises, en intercrise. Là, je vois arriver, en effet, les 2 lettres de ministres qui ont confié à Vison
le fait d'organiser la recherche en intercrise, car je crois profondément que beaucoup de choses peuvent être préparées, quel que soit le germe. En intercrise, on peut construire déjà toute une série de choses qui permettent d'aller plus vite. Et notre expérience qu'on avait a permis que la France se situe assez bien. C'est une autre des questions qu'il y avait en termes de compétition. Par exemple, l'Europe, et ça me permettra de passer à l'Europe, a été relativement réactive en termes de recherche, moins dans d'autres domaines. Mais en termes de recherche, la Commission européenne, en particulier la DG Recherche, a lancé un appel d'offres fin septembre et a retenu 8 projets. Parmi ces 8 projets, il y a 5 équipes françaises qui sont PI sur les 8 d'Horizon 2020. Donc ça veut dire qu'on se situe dans la compétition. On ne l'a pas encore suffisamment fait savoir, je dirais. Et il y a un problème de médiatisation un peu autour de ça. Mais moi, je suis pour d'abord démarrer les choses, démarrer l'essai, démarrer les cohortes qu'on doit monter. Et puis après, les choses se feront très naturellement. Les gens dans la science savent très vite ce qui se passe. Alors l'Europe, est-ce que l'Europe joue son rôle? Je vous ai dit sur l'aspect recherche. Sur l'aspect financement, il y a 1 milliard d'euros qui est programmé, qui est annoncé, entre guillemets, par la communauté européenne. Hein, c'est les derniers chiffres. Après, s'ils sont annoncés, il faut qu'ils soient sonnants trébuchants. Hein. Au niveau politique, ils sont annoncés. Il faut qu'ils soient maintenant opérationnels. C'est-à-dire qu'il y a des pays européens qui ne souhaitent pas d'ailleurs intervenir directement, ni en Guinée, ni dans les 2 autres pays. Eh bien, à ce moment-là, il faut qu'on puisse, et c'est ce que essaie de notre ambassadrice depuis maintenant quelques semaines, d'essayer de ramener un certain nombre de pays européens sur l'aide à la situation, à l'aide française en Guinée, de façon à pouvoir cofinancer un certain nombre de choses qu'on coordonnerait entre guillemets. C'est pas si simple. Une fois de plus, j'insiste sur le fait que la langue française doit être au cœur de notre action en Guinée parce que c'est une maladie grave. Et une fois de plus, je pense que c'est un élément vraiment important. Mais on a des contacts très forts avec la Suisse, enfin à la limite de l'Europe, la Belgique, avec le Canada également, et avec un certain nombre de pays européens, l'Allemagne, qui serait prête à envoyer, pour l'animation des centres et l'opérationnalité des centres, un certain nombre d'Allemands. Et vous savez qu'il y a de jeunes Allemands qui parlent bien sûr tous anglais, mais un certain nombre qui continuent à parler français. Sur l'Europe, je dirais qu'il y a un coordonnateur européen qui a été nommé la semaine dernière, qui est un des nouveaux commissaires européens, donc qui découvrait à la fois son poste de commissaire et qu'il avait à se charger d'Ebola. Voilà, on doit avoir une réunion de l'ensemble des coordonnateurs. Il y a un coordonnateur anglais, il y a un coordonnateur belge, avec des profils très différents. Le coordonnateur américain est un avocat d'affaires, probablement plus qu'à l'habitude des milieux d'affaires et politiques de Washington. Donc c'est des profils un peu différents. On doit se réunir là à court terme, d'abord en Europe et ensuite avec les US. Il y avait une question sur la compétition. Est-ce qu'il y a compétition ou est-ce qu'il y a addition de la part des chercheurs? Il y a les deux. Et je trouve ça assez sain, finalement. Hein, parce que pour que ça bouge, il faut qu'il y ait compétition. Et moi, j'ai toujours été dans la compétition. Les autres aussi, c'est normal. Et puis, inversement, devant une crise sanitaire aussi grave que ça, oui, on se parle. Oui, il y a des réunions. Oui, c'est organisé par l'OMS. Oui, il y a un board de scientifiques de plus haut niveau qui se disent les choses alors même qu'elles ne sont pas publiées. Dès qu'on a un premier résultat ou une première touche sur quelque chose, il y a une réunion 2 fois par semaine organisée par l'OMS où on se dit les choses. Hein. Donc il y a bien à la fois compétition, visibilité un peu de chacun des pays, visibilité de chacune des équipes, mais aussi addition des choses. Après, j'ai répondu. Alors la Guinée. Nous avons, je crois, moins de 500 ressortissants en Guinée. Hein. La question est totalement différente de celle qui serait en Côte d'Ivoire, qui sont restés sur place. Il y a un lycée français, je parle sous votre contrôle, pardon, oui, on me dit que c'est un peu plus de 500, oui, que c'est plutôt autour de 2000 ressortissants en Guinée. Et il y a un lycée français qui est resté ouvert jusqu'à nouvel ordre. Voilà, c'est une prise de responsabilité. Il a été considéré par notre ambassadeur sur place qu'il pouvait continuer à rester ouvert. Il y a bien sûr un lien avec les différentes entreprises. Il y a une réunion qui est organisée la semaine prochaine par le MEDEF Afrique. C'était la question sur les coûts.
Et en effet, les chiffres de 25-30 milliards de dollars ont été annoncés. Et on doit avoir un certain nombre on doit avoir là aussi de l'information par rapport à l'ensemble d'un certain nombre de grandes entreprises qui ont des employés qui sont restés sur place. Écoutez, vous aviez tellement de questions. Pour aller peut-être assez rapidement, le rôle de l'OMS. Le rôle de l'OMS, bon, l'OMS a été assez critiqué sur la gestion de la crise au début. Moi, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que l'OMS a pris une décision il y a 2 ans, mais poussée, et somme toute, la décision n'était peut-être pas si déraisonnable que ça, de prendre une partie de son budget pour les maladies infectieuses et de le mettre sur les maladies non transmissibles. Hein, la malnutrition, le cardiovasculaire, le cancer dans les pays du Sud. Et ça a été énormément reproché, évidemment, quand arrive une grande épidémie de ce type. Bon, c'était un choix stratégique de leur part, mais il y a d'autres choses qui se passent en Afrique, hein, et dans les pays émergents. Bon, l'OMS a probablement un peu flotté jusqu'à juin 2014. Depuis fin juin, je dirais que là, l'OMS est très très prenante et a vraiment pris dans l'organisation des réunions, de la réponse, et fait à mes yeux quelque chose de très important, c'est que la réponse doit être faite dans un large esprit de coopération avec nos collègues du Sud. Certes, ils sont désorganisés, mais à partir d'Ebola, il faut qu'il y ait aussi un transfert de savoir-faire. On est dans quelque chose qui est dans de la coopération avec nos collègues du Sud. Alors que la vision anglo-saxonne, si on les laisse tout seuls, ils vont arriver avec l'argent qu'ils ont, avec un certain nombre de savoir-faire qu'ils ont, mais ce n'est pas forcément sur de la construction avec les gens du Sud. Je vous redis, ça a été redit tout à l'heure, il y a 2 centres américains en Libéria de traitement qui sont à moitié vides. Alors, à quoi ça sert d'aller construire et d'avoir des effets d'annonce et de mettre des millions de dollars si après ce qu'on amène n'est pas accepté par les populations locales? L'aspect sociétal est un aspect essentiel. Et dans le groupe, je vais soumettre la task force, les 4 groupes, au regard critique des anthropologues et des géographes et des gens de sciences humaines et sociales, car j'ai un trop mauvais souvenir de ce qui s'est passé au moment de H1N1, où on n'a pas suffisamment écouté les chercheurs en sciences humaines et sociales. Et là, il faut que... Alors certes, ils sont plutôt destructeurs que constructeurs, mais dans la destruction, il y a des vraies questions, qui interpellent, je dirais, à la fois les politiques et y compris les médecins et les chercheurs. Donc on va se soumettre à ce feu un peu difficile, parce qu'on va en sortir un certain nombre de choses positives. Bon, la France, vous savez, je crois que l'essentiel a été dit. Il y a un plan très solide qui a été monté par le ministère de la Santé. Vraiment, il y a une mobilisation extrêmement forte de notre ministre et d'ailleurs des plus hautes autorités de l'État sur l'ensemble du problème. Bon, il y a un bras armé avec le ministère de la Santé et puis tout ce qu'il y a autour qui est très très solide. Après, comme dans tout plan, il peut y avoir une faille. Hein, il faut aussi faire attention. Par exemple, un problème de soignants peut arriver en France, quel que soit ce qu'on ait prévu, quelle que soit la formation qui leur soit donnée. Alors, dans les 12 hôpitaux que vous avez évoqués, oui, les 12 hôpitaux en première ligne, à vrai dire, l'inquiétude, elle est plus sur les services d'urgence, et ça a été évoqué aussi. Et il y a une réunion de l'ensemble des services d'urgence. Mais le message essentiel, dites-le autour de vous aussi, si quelqu'un arrive d'Afrique de l'Ouest et qu'il a de la température dans les jours qui suivent, il appelle le 15. Et c'est ça le message. Il appelle le 15. Et surtout, il ne passe pas par le service des urgences où il ne va pas voir son médecin traitant. C'est ça le bon message. Il appelle le 15. Et à ce moment-là, le système français, lui, est très bien préparé pour sortir la ficelle et sortir l'ensemble des choses qui se font. Bon, écoutez, je m'arrête là parce que j'étais un peu long, mais je m'excuse, il y avait beaucoup de questions. Bien sûr, Monsieur Delfraissy. Maintenant, je vais peut-être donner la parole à Monsieur Meunier s'il a des précisions à nous apporter, et ensuite à Monsieur Mention. Monsieur Meunier. Merci Madame la Présidente. Quelques précisions sur 2 sujets. Les moyens à l'extérieur, en Guinée, et les moyens en interne, les moyens nationaux.
Sur les moyens en Guinée, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes présents depuis le mois d'avril à la demande de la ministre de la Santé et des Affaires et du ministre des Affaires étrangères, tout d'abord pour des missions de conseil, d'appui auprès du gouvernement guinéen. Donc à chaque fois, c'était un réserviste sanitaire, infectiologue ou épidémiologiste qui était envoyé sur place. Donc ça, c'est pour la période avril, mai, juin. Ensuite, nous avons une mission plus pointue sur l'hôpital de Conakry. Je l'ai dit, là, c'était 5 réservistes sanitaires. Nous sommes également présents en ce moment, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, à l'aéroport de Conakry pour superviser les contrôles sanitaires. Nous avons 3 réservistes qui sont présents et qui épaulent les équipes guinéennes. Et je crois à la grande satisfaction de tous, comme l'a mentionné tout à l'heure Stéphane Mention. Et puis, nous avons donc 12 réservistes qui sont partis et qui vont aller dans le centre de Macenta, qui pour le moment sont en formation complémentaire au sein du centre MSF. Et cette équipe de 12 réservistes, complétée par du personnel médical de la Croix-Rouge, complétée également par des équipes de soignants locaux, très importante, et peut-être Stéphane Mention y reviendra. Ces équipes ont vocation à être renouvelées toutes les 4 semaines. C'est-à-dire toutes les 4 semaines, nous allons renvoyer 12 réservistes, puisque 4 semaines, je crois que c'est la durée correcte, en tout cas optimale, sur place pour faire du traitement auprès de la population. Ensuite, il faut mieux renouveler ces équipes. Alors, nous aurons les ressources internes au sein de l'EPRUS. J'ai parlé de 1700 réservistes sanitaires. Tous ne sont pas habilités à aller en Guinée, soit parce qu'ils n'ont pas les bonnes qualifications, soit parce qu'ils n'ont pas d'expérience humanitaire. On souhaite quand même privilégier des professionnels de santé d'expérience. Mais au-delà de ça, on a des contacts avec la PHP, avec le JPESTER, avec les caisses de retraite, puisqu'on peut envoyer de jeunes retraités, avec la FHF et d'autres organismes qui sont prêts à nous donner un coup de main si nous avons besoin un jour de faire appel à d'autres compétences, puisque je le rappelle, ce centre de Macenta a vocation à s'inscrire dans la durée pour 6 mois, 9 mois, voire 1 an. Alors, sur le financement de cette opération, le principe général concernant les Prus, c'est que les coûts sont remboursés lorsqu'il s'agit d'une opération internationale par le ministère en charge des Affaires étrangères. C'est le cas pour toutes les opérations que j'ai citées tout à l'heure, Haïti, Japon ou autres. C'est le cas pour l'appui au gouvernement guinéen du mois d'avril, mai et juin. En revanche, à partir du mois de septembre, nous sommes maintenant dans une configuration interministérielle et la répartition des financements et des remboursements n'a pas encore été arrêtée par ce jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait appel à des réservistes sanitaires qui soit sont des actifs, donc on les envoie avec l'accord de leur employeur, donc centre hospitalier, qui continue à les payer lorsqu'ils sont en formation ou en mission pour le compte de l'EPRUS, et nous on rembourse à l'établissement de santé simplement la rémunération du réserviste qui correspondant à la durée de mobilisation par l'EPRUS. Si ce sont des retraités ou des libéraux, là, on s'inspire des grilles de la CNAM qui définissent pour chaque spécialité, par secteur géographique, quelle est la rémunération moyenne d'un médecin libéraux, et c'est ce qu'on applique donc au personnel de santé. Voilà pour ce qui est de l'extérieur. Au plan national, le professeur Delfrécy l'a dit, la Direction générale de l'offre de soins, la Direction générale de la santé ont mis en place un plan et des directives très précises pour la préparation tant des établissements de santé de référence, les 12 grands centres hospitaliers, que de tous les centres hospitaliers, sièges de SAMU, donc une centaine en France. Ils ont des directives sur leur organisation, sur des exercices à pratiquer. Je ne suis pas en mesure, moi, de vous dire si tous les exercices ont été faits ou pas à ce jour, mais en tout cas, ils doivent être sur le point de tous avoir été réalisés. Et nous, EPRUS, on intervient également pour constituer et distribuer des moyens nationaux. En gros, nous sommes chargés d'acquérir ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle. Ce sont des tenues de protection, comme vous avez pu le voir dans différents reportages, destinés au personnel soignant. Nous en avons acquis plus de 10 000, dont une partie a déjà été livrée aux établissements de santé, soit de référence, soit siège de SAMU.
La dotation est de 50 tenues par siège d'établissement de santé de référence et 5 tenues par établissement de santé siège de SAMU. Nous gardons le gros donc, du stock au niveau national et nous sommes en mesure, dans des délais extrêmement rapides, de livrer tel ou tel établissement de santé, c'est notre cœur de métier, s'il avait besoin de tenues de protection individuelle. Deuxième chose, nous avons été en charge de l'acquisition de matériel de transport pour les personnes hautement contaminantes ou supposées contaminantes. Et nous avons acquis, dès le mois d'août, 2 caissons d'isolement, qui sont des caissons en dur, qui peuvent être mis à l'intérieur de tout moyen de transport, ambulance, mais aussi hélicoptères, avions, qui sont en pression négative et qui nous permettent de transporter une personne contaminée ou susceptible de l'être. Et puis, nous venons d'équiper tous les établissements de santé de référence ainsi que les établissements dans les Outre-mer de housses d'isolement qui sont un peu comme ces caissons mais en matière moins solide et donc plus facile à manipuler et qui permettent à l'intérieur du territoire national de transporter des personnes contaminées ou susceptibles de l'être. Donc voilà, nous et Prus, on est en charge de compléter les équipements des établissements de santé, d'assurer, de mettre en place le matériel de transport. Et puis nos réservistes, on les mobilise aussi, donc non seulement à l'extérieur, mais en national. Ce sont nos réservistes qui ont été formés à l'utilisation des caissons et des housses de transport. Et puis nous avons une trentaine de réservistes qui viennent d'être formés pour donner éventuellement un coup de main aux établissements de santé de référence qui accueilleraient des personnes contaminées par Ebola, parce qu'on sait qu'au début, déjà c'est très consommateur en moyens humains, qu'il y a un stress au départ, et donc on a des réservistes spécialement aguerris à l'utilisation, aux techniques d'habillage, déshabillage, à la prise en charge d'un malade Ebola, et donc 30 réservistes qui sont susceptibles, dans des délais là encore très courts, de se rendre dans tel ou tel établissement de santé pour donner un coup de main. Et puis enfin, on a des réservistes qui sont prêts à appuyer soit l'INVS, soit les ARS. Si par hasard on avait un cas d'Ebola sur le territoire national et la nécessité de suivre ce qu'on appelle les cas contacts, les personnes qui ont été en contact avec la personne malade, on sait que c'est un travail sérieux qui prend beaucoup de temps, consommateur de temps, puisqu'il faut appeler ces personnes qui ont été en contact avec le malade tous les jours. Donc on est prêt à mettre en place du personnel également, donc soit l'INVS, soit dans les ARS, pour faire ce travail. Voilà, Madame la Présidente, ce que je peux dire sur l'intervention de l'EPRUS dans le dispositif national et international. Merci, Monsieur Meunier. Monsieur Mention. Merci, Madame. Je voudrais juste signaler que nous sommes maintenant au moins 2 à avoir fréquenté assez récemment la Guinée dans cette salle, qui devient donc une salle hautement dangereuse, puisque le professeur François Bricaire vient de nous rejoindre. Il était en Guinée il y a quelques semaines, plus de 21 jours je crois, donc il est sans doute, il a une dangerosité très inférieure à la mienne sans doute. Et il préside la commission des relations et opérations internationales de la Croix-Rouge française. Une réponse peut-être sur les effets collatéraux, si je puis dire, de l'épidémie sur le système de santé. Je voudrais juste signaler qu'il n'y a pas eu d'épidémie de choléra en Guinée cette année, alors qu'il y en a habituellement 2 par an. Donc vous voyez que ça, c'est un effet qu'on peut supposer être dû aux mesures d'hygiène assez importantes et à une mobilisation qui se ressent, qui se constate dans Conakry, avec un peu plus d'hygiène qu'on pouvait en trouver habituellement. Deuxième réponse peut-être, effectivement, les Guinéens ne se soignent plus ou se soignent moins pour d'autres pathologies. Le président Alpha Condé a souhaité que le centre de traitement Ebola que MSF a installé au sein du CHU déménage le plus rapidement possible. C'est très compliqué, c'est le dispositif phare, si je puis dire, de la prise en charge d'Ebola en Guinée actuellement, mais on peut comprendre effectivement, et j'ai trouvé samedi le CHU habituellement comme tous les CHU en Afrique, extrêmement actifs, complètement vides de toute activité, plus de petits marchands, plus de patients, plus de familles. Donc le CHU ne fonctionne plus correctement, bien évidemment, ne se soigne plus pour Ebola, pour le palu, pardon,
on ne vient plus chercher ces médicaments à l'hôpital, donc c'est une véritable difficulté. Un autre établissement très important de la zone, l'hôpital de Taipei, un hôpital chinois ouvert il y a à peine plus d'un an, a fermé, un trop grand nombre de soignants étant décédés d'Ebola à l'intérieur de cet établissement qui n'était pas préparé du tout, évidemment, à accueillir et à comprendre ce qui se passait. En matière de finances, il y a eu plusieurs questions. Je voudrais simplement vous donner la position de la Croix-Rouge française. J'ai pu signer un contrat de prestation de service. C'est une forme extrêmement originale permise par l'urgence de la situation, ce qui veut dire que nous savons, et les pouvoirs publics français et guinéens savent innover sur ce point. Nous avons pu signer donc un contrat de prestation de service avec le ministre de la Santé guinéen, juste après que notre ambassadeur ait signé une convention de désendettement, un C2D, donc pour 5 millions d'euros. Le contrat de prestation de service que j'ai pu signer étant du même montant. Tout cela en présence et sous la bénédiction de l'AFD qui nous a beaucoup aidés pour mettre en place ces deux dispositifs avec le ministère de l'économie et des finances guinéen pour notre ambassade et avec le ministère de la Santé en ce qui concerne la Croix-Rouge. Et nous avons l'assurance, parce que nous croyons à la Croix-Rouge française dans la signature de nos ministres, que nous serons couverts pour l'ensemble des frais que l'ouverture du centre de Macenta va occasionner, c'est-à-dire, pour être précis et transparent, une somme qui tourne autour des 12 millions d'euros. Vous voyez que c'est une somme importante et nous avons donc une garantie du cabinet de M. Fabius la semaine dernière, pour être précis, également ce vendredi, que nous serions financés pour la différence sur des crédits d'État français et non pas sur un désendettement. Un mot simplement du sentiment que j'ai eu en réunissant l'ensemble de l'équipe qui est arrivée samedi soir donc à Conakry, avec une composition variée, comme vous l'imaginez, des origines hospitalières assez nombreuses, des humanitaires Croix-Rouge, des logisticiens, donc plusieurs professions, plusieurs métiers. J'ai vraiment eu l'impression au bout de très peu de temps, et d'ailleurs je ne savais pas précisément qui était qui, ce qui était aussi très intéressant. J'ai eu vraiment l'impression qu'il y avait un Team France, qu'il y avait une équipe France, et personne n'arborait trop ostensiblement un badge, un logo, un emblème, et il y avait vraiment un excellent état d'esprit. Alors peut-être parce que le vol a pris 11 heures, je crois, au lieu de 6, qu'il y a eu un anniversaire d'un des membres de l'Eprus dans l'avion, qu'il y a eu aussi un accident cardiaque dans l'avion, et que plusieurs médecins ont pu lever la main, puisqu'il y avait davantage de médecins que d'autres professions dans cet avion. Pour information et pour rebondir sur les sujets économiques, les vols d'Air France qui peuvent accueillir entre 230, je crois, et 250 passagers sont en général occupés par 60 à 80 personnes. Dans le vol de dimanche soir, donc celui que j'ai pris, nous étions 88. Pour deux raisons. Les équipages ont du mal à se composer. Donc Air France ne peut pas remplir son avion s'il n'a pas un équipage complet, mais je crois surtout, et tous les équipages sont actuellement des volontaires, et je me suis permis évidemment de les féliciter à l'aller comme au retour, mais aussi parce qu'il n'y a plus d'activité économique qui nécessite de remplir ces avions. Donc c'est un effort important pour Air France qu'il faut saluer, car nous ne pourrions pas travailler dans de bonnes conditions, tous autant que nous sommes, s'il n'y avait plus la ligne, évidemment la ligne régulière avec Conakry. Sur la Côte d'Ivoire, un mot simplement. Également, nous sommes présents à la frontière avec le Libéria et avec la Guinée sur effectivement des opérations non sanitaires, mais que nous opérons en dispensaire, puisque nous avons un financement dans le cadre d'un des objectifs du millénaire pour le développement sur la santé maternelle et infantile. Cela nous a permis de faire monter en quelque sorte le niveau de ces dispensaires, de les équiper pour accueillir éventuellement des cas d'Ebola, de nous mettre en relation avec le ministère de la Santé ivoirien. Je crois que le président de votre Assemblée s'est rendu en Côte d'Ivoire récemment et a pu constater une mobilisation certaine de ce pays. Donc oui, nous avons quelques inquiétudes si l'épidémie devait passer la frontière, mais il y a une réponse, une préparation qui n'a pas été possible dans les autres pays actuellement touchés.
Sur les équipes de Macenta, le chiffre auquel Marc Meunier faisait allusion, des expatriés comparativement aux équipes locales, nous sommes dans un rapport de 1 à 10, c'est-à-dire que nous aurons entre 20 et 25 expatriés pour 200 à 250 personnels locaux. Sur Macenta, nous reprendrons la totalité des personnels locaux actuellement employés par MSF sur le centre de transit de Macenta, qui fermera dès que nous pourrons ouvrir le centre de prise en charge géré par la Croix-Rouge française. Enfin, sur les Evassan, un mot au nom de la Croix-Rouge française, et seulement en ce nom, nous avons posé comme condition de notre intervention, évidemment, une garantie absolue de rapatriement de nos personnels. Je n'imagine pas qu'il en soit différemment pour le ministère de la Santé français et pour les personnels de l'EPRUS. La garantie que nous avons obtenue est un rapatriement dans les 50 heures, ce qui est déjà beaucoup, car évidemment, l'intervention la plus rapide possible est souhaitable. Et je crois que nous savons que l'infirmière d'MSF Belgique, il ne faut jamais oublier que c'est MSF Belgique qui intervient en Guinée, est arrivée, je crois, dans des délais un tout petit peu longs. Petite rectification, les moyens aériens qui ont été utilisés pour elle, non pas comme le disait Mme Guigou, des moyens, un avion d'MSF, mais un avion affrété. Les avions qui fonctionnent actuellement sont des avions américains, de 2 compagnies américaines. Il faut une autorisation du département d'État américain pour les utiliser. Et comme le rappelait M. Delfraissy, il faut pouvoir mettre un caisson dans ces avions. Donc c'est relativement compliqué. Les moyens militaires français sont très limités, on nous l'a fait comprendre, et nécessiteraient des vols avec des escales dont il faudrait obtenir en plus l'autorisation, ce qui n'est pas très, très simple. Mais nous sommes dans ce cadre et nous avons une garantie de notre gouvernement pour un rapatriement dans les 50 heures si nous avions un problème à Macenta, sachant qu'il faut faire plusieurs heures de route avant de rejoindre non pas Conakry, mais un aéroport de proximité qui est à Guékédou ou à Nzérékoré, les 2 pistes étant relativement aléatoires. Merci. Bien, merci Monsieur Mention. Merci à nos 3 invités d'avoir répondu très précisément, je crois, et faire un état des lieux que je qualifie d'exhaustif quand même. On attendait, j'ai l'impression que ça vaut mieux qu'une mission d'information, Monsieur Dor, franchement, pour l'instant. En tout cas, merci pour toutes vos réponses, merci d'avoir pris le temps. Et j'invite donc nos 2 prochains invités, le professeur Bricaire et Monsieur Bèze, à nous rejoindre à la table.